Bonjour à tous, bienvenue au podcast de l'Accélérateur Martial. On filme aujourd'hui notre premier épisode. C'est un test, une première pour Eric et moi. Donc le but du podcast, c'est déjà de vous parler d'arts martiaux, de vous parler de ce qu'Eric et moi faisons dans la vie là, en tant qu'entraîneur. On a plusieurs choses à vous présenter. On veut vous parler de nos projets. On est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on enseigne différents sports de combat, dont le jiu-jitsu, le muay thai, la boxe. On a chacun nos spécialités, puis on va pouvoir vous parler de tout ça. Donc, pour commencer, on s'est dit qu'un premier épisode, ce serait normal pour un premier épisode de vous présenter un petit peu nos parcours. Donc, on va commencer par Eric. Bienvenue, Eric. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Donc, toi, Eric, tu fais des arts martiaux depuis longtemps, je crois. Oui, assez longtemps. J'ai commencé les arts martiaux, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. En 1987, pourquoi j'ai commencé les arts martiaux? Ben, moi, ça a commencé avec les films de Jean-Claude Van Damme. Au début, il y avait Stallone, il y avait Schwarzenegger, les gars donnaient des coups de poing, puis tout d'un coup, à un moment donné, il est arrivé un gars qui donnait des coups de pied. Quand j'ai écouté le premier Kickboxer, ça m'a rentré dans la tête, puis ça restait là. Quand j'ai écouté ce film-là, après ça, mon objectif, c'était de faire du kickboxing. Mais bon, kickboxing, il n'y en avait pas. Moi, je viens de Saint-Bruno. J'ai été élevé dans la région sud de Saint-Bruno. Kickboxing, je le vivais au travers des films. Fait que là, à un moment donné, je me lève le matin, je m'en rappellerai tout le temps, le samedi matin. Je m'assieds au comptoir déjeuner, puis là, mon père me donne l'article de journal qui dit qu'il y a un cours de karaté qui va se donner à la bouche. Là, l'image, là, c'est un jeune homme en kimono avec un beau. Il donne un coup de beau. Là, il me dit, ça t'intéresse-tu, ça? Là, c'était écrit combat à frappe réelle là-dessus. Je m'en souviens encore. Là, j'ai dit oui. Ça m'intéresse, je pense. Là, je m'inscris. À la bouche. Finalement, les sessions, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Là, après ça, on a transféré à Saint-Bruno. Après ça, on a transféré à Alma. Là, Alma, ben là, il a tout centralisé ça là. Puis, c'était le style Oyama Karaté. On pouvait faire des katas, il y avait des combats. Système de combat, il y avait du semi-contact, système de points, avec protection. Après ça, il y avait le knockdown, full contact. Puis, ben, c'est ça. J'ai commencé là-dedans. Tu avais quel âge, ça? Hey, écoute, j'avais 5 ou 6 ans. Là. OK. Oh, oui, 5 ou 6 ans. Puis, là, ben, on recherche tout le temps l'efficacité. Fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était le combat. Hein. C'était pas nécessairement les katas. Puis les katas, ben, moi, je me demandais pourquoi on faisait ça. Puis, à un moment donné, ben, je relevé ma main, puis le coach m'avait dit, Sensei, en fait, m'avait expliqué, il dit ça, le kata, c'est un combat imaginaire. Fait que tu t'imagines un combat, tu t'imagines un adversaire, puis OK. Puis ça, ben, ça m'a quand même aidé parce que quand je fais mes shadows, moi, aujourd'hui, maintenant, ben, je m'imagine tout le temps que c'est un combat imaginaire. Il faut que tu imagines quelqu'un. Fait que moi, c'était comme ça que je l'avais compris, finalement, le kata. Mais c'était pas ça. Les katas armés, non, ça m'intéressait. Puis moi, c'était vraiment le combat. Je regardais, on avait accès à quoi? Écoute, à la TV, moi je me rappelle, écoute, on avait 4 postes de TV, il n'y avait pas le câble qui passait. Moi, le câble, j'ai connu ça début des années 2000 avec l'Internet. Fait que, qu'est-ce qu'on voyait? Ben, il y avait les revues Karaté Bushido. Là, j'ai découvert encore là dans Karaté Bushido qu'il existait d'autres sports de combat, que le kickboxing se faisait aussi au Japon, que tu avais ce qu'on appelait le Valetudo au Brésil. Ah, ça m'a joué dans la tête, là, tout ça. Là. Fait que là, Est-ce qu'il y avait déjà Black Belt Magazine aussi? Black Belt Magazine, là, je me souviens pas avoir vu ça à la tabagie. Je me souviens d'avoir vu Karaté Bushido. En plus, c'est en français. Oh. Ça, j'ai réussi à avoir 3. Ben, en fait, je pense que j'ai eu 3 revues à date. Okay. Ça me semble que c'était ça là, que j'ai eu accès. Je pense que ces revues-là, je les ai feuilletées, je pense, là, écoute, je sais pas, des centaines de fois. Puis là, ben, après ça, ben, début des années 90, il y a eu le UFC. Puis là, le UFC, ben, ça m'a permis de mettre de l'ordre dans mes idées, dans le sens où que on savait pas trop c'était quoi qui était le plus efficace. On va faire là. Tu veux que je parle de ça? On va faire un petit changement de tabouret. Donc, premier épisode, on va faire des petits ajustements en cours de route. Je ne vais pas vous faire subir le ah oui, okay. C'est pas mal mieux. Pas mal mieux. Okay. C'est ça, ben en 92, je pense, le premier UFC. Moi, j'ai 93. 93. OK. Et, dans ce temps-là, il y avait des clubs vidéo, il n'y avait pas Internet. Dans mon club vidéo, j'ai réussi à mettre l'accès là-dessus. Et là, ça a rapidement, après l'événement, la cassette était sortie. Je me rappelle aussi d'avoir vu que oui. Vidéo. Je pense que oui. S'il y avait eu un délai. Ben, le délai, je me souviens pas, mais ça avait été assez vite, il me semble. Okay. Parce que la première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était
aux nouvelles, à Radio-Canada, là, il parlait de pit fighting. Le pit fighting, c'était le terme que, il me semble que les réseaux francophones utilisaient pour nous expliquer c'était quoi. Mais je comprenais pas trop ça. Mais longtemps, c'était appelé combat extrême aussi. Combat extrême. Et je me souviens de ce terme-là. Ça, ben, ça m'avait fasciné. Puis là, à partir de ce moment-là, quand je faisais, là, j'allais dans mes cours de karaté, il y avait deux gars avec qui que je m'entraînais, les frères Girard, que je les appelle aujourd'hui, parce que je me rappelle plus de leur prénom. Puis nous autres, on se parlait de ça, on était fascinés par ça. J'ai dit, là, les gars, on peut pas faire ça ici, mais je vais nous trouver un local. Fait que j'avais réservé non, je m'en souviens pas, mais là, ça fait vraiment longtemps, le Crips. Le Crips, ça, c'était maintenant le centre Mario Tremblay, puis j'avais loué la mezzanine en haut. Là, en haut, la mezzanine de la piscine. Il faisait chaud. Là, on est rendu en quelles années? Là? Écoute, 93 de 8 ans. Ben, en fait, là, je suis rendu en secondaire 4. OK. Secondaire 4, là, on a gradé. OK. Puis là, ben, nous autres, veut pas, on est plus fort, on est plus costaud, on est plus. Mais là, moi, je dis là, j'en peux plus. Il faut qu'on essaye de travailler ces techniques-là. Il faut qu'on essaye de se projeter au sol. Il faut qu'il y ait les frappes au sol. Moi, j'explique ça aux gars. Je dis, on va se louer une salle, on va expérimenter ça. Parce qu'on ne peut pas expérimenter ces techniques-là, nous autres, là, au club de karaté, parce qu'on est dans un gymnase où on est sur du terrazzo. Puis Sensei n'autorisera pas ça. Donc là, moi, je dis, regarde, j'ai réussi à louer une salle. Mon père l'a loué. Il a payé pour moi, je n'avais pas d'argent. Il dit là, on arrive là-bas, mais on s'habille on met notre guide de karaté. Je dis non, on enlève ça. On enlève le haut. Et là, au moment où on s'entraîne, nous autres, il y a les boxeurs qui sont là, et qui font leur entraînement. Il y avait l'entraîneur du club de boxe qui nous regarde. Moi, j'ai vu qu'il y avait des petits matelas à terre, parce qu'on était sur le béton direct. Sinon, on met des matelas. Mais là, on commence à se battre. On fait du knockdown, karaté knockdown, mais là, on s'autorise tout. On est trois. On se prend, on se projette au sol, on se frappe. Et là, je me rappelais tout le temps, le coach, il vient nous voir, il nous regarde, il dit, les gars, êtes-vous pris du grand mal? Qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas faire ça. Je dis, comment ça, on ne peut pas faire ça? Je dis, non, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des combats extrêmes. Parce que le terme arts martiaux mixtes, je ne pense pas qu'on utilisait ça vraiment à l'époque. Si on fait des combats extrêmes. Extrême, longtemps. Fait que là, on fait n'importe quoi, autrement dit. Puis ça marche pas. Je dis, vous pouvez pas faire ça. Puis là, les boxeurs nous regardaient. On a passé pour des fous. Mais quand on a fini l'entraînement, écoute, j'étais débattu. Puis on se disait, donc, on va y arriver. Je veux dire, on peut pas. Puis là, on peut pas louer une salle. Fait que finalement, on l'a fait une fois. On s'en est parlé, mais on n'avait pas on n'avait pas d'endroit pour. Tu sais, le jujitsu, premièrement, c'est un terme que je connaissais pas. La lutte. Moi, ce que je connaissais de la lutte, c'était le catch wrestling américain. Fait que la lutte gréco-romaine, la lutte freestyle, ça, moi, je regardais pas ça aux Olympiques. De toute façon, on regardait pas ça aux Olympiques. C'était clair parce qu'on n'y comprenait rien. Fait que là, écoute, rendu là, après ça, ben, moi, j'ai délaissé beaucoup le karaté parce que là, à un moment donné, ben, j'ai commencé à faire de la musculation. Parce que je me disais, bon, je regardais un peu les physiques des gars qui faisaient du combat extrême, puis je me disais, peut-être que si on a de la difficulté à finir nos entraînements, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de masse musculaire. Fait que là, je regardais des gars comme Ken Shamrock, Mark Coleman, ces gars-là, Don Fry, les gars étaient costauds. J'ai dit là, si je veux m'améliorer, ben, de toute façon, on n'a pas accès à rien. On a accès à du karaté, un peu de boxe. Je suis aussi bien de commencer la culture physique, ça va peut-être nous aider. Là, finalement, j'ai commencé ça. Puis, début des années 2000, avant de commencer l'université, je travaillais au McDonald's. Il y avait un gars qui travaillait là, qui me disait, Eric, dis-moi, je m'entraîne avec des gars de Chicoutimi qui font du combat extrême. Ça fait des années, moi, que j'attends ça, je l'avais entendu parler. Je veux dire, ça se peut pas. Un soir, à un moment donné, c'était un vendredi ou un samedi soir, on était d'un bar à Alma, puis ce gars-là, c'est quoi son nom de famille? Aubu. Ouais. Je me rappelle pas de son prénom. Dénommé Aubu. Ouais. Il dit, Eric, les gars que je te parlais, ils sont là. Tu veux-tu venir voir? Bon, on va voir ça. Puis on arrive en haut, au bar, une discothèque. Là, je vois les gars assis. Il était trois. Il s'appelait David Vézina. L'autre, c'était Glenn Pépin. Il y avait un autre qui s'appelait Éric Bissonnet. David Vézina, lui, c'était l'entraîneur. Un gars en shape, solide. Lui, il avait fait de la boxe. C'était un très bon grappler. Puis là, moi, je dis là, vous êtes où, vous autres? Nous autres, on s'entraîne au dojo Donald Godreau, qui faisait Oyama Karaté, le même style que moi je faisais, mais à Chicoutimi. J'ai dit, moi, il faut que j'aille là. J'aille à Chicoutimi m'entraîner avec vous autres. Là, moi, je pars. Chez nous.
finalement, ben, moi, j'avais pas de voiture là, dans ce temps-là. Fait qu'il y en a un qui vient me chercher et il m'amène là-bas. Puis là, ben, je commence à m'entraîner avec eux autres. Puis là, on commence, le grappling, on commence à jouer. Prise de soumission. Là, je me fais tordre de tout bord, de tout côté. Tordre. Moi, ça, j'adore ça. Ah Et ouais. là, on avait le droit de boxer. Là, on avait des gars de boxe, mais on pouvait tout faire. Là, ils nous permettaient de tout faire, mais ils nous enseignaient de la technique. C'est là que j'ai vu pour la première fois Sébastien Gauthier, un gars de Lake, je l'ai vu. Puis, avec lui, je m'en rappelle parce que je fais un sparring avec lui. Je me suis fait ouvrir tout de suite, parce que le gars, il avait des connaissances que moi, j'avais pas. Puis après ça, ben là, je me suis dit, là, faut tout que je fasse pour venir m'entraîner ici, pour pouvoir m'entraîner avec vous autres là, le plus souvent possible. Fait que là, je finissais le cégep. Là, je voulais aller à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est parfait. Mais là, il n'est pas question de faire le voyageage. Là. Non, moi, je vais prendre une résidence là-bas. Je dis, regarde, prendre une résidence. Là, je vais être à côté du centre-ville. Là, j'ai su qu'au centre-ville, il y avait Donald Godreau qui donnait le karaté au Yama. Parfait, je m'inscris là. Il y a de la boxe olympique. J'en ai fait de la boxe olympique un peu parce que c'était là aussi. Naturellement, ben, il y avait les cours d'MMA que David Savard donnait. On parlait là aussi. Fait que là, pendant mes 3 années d'université, c'est ça que j'ai fait là. J'ai fait un peu les 3, mais extrêmement décousu. Parce que finalement, ben, les cours de mémoire qu'ils donnaient, ben, c'était une gang de chums qui faisait ça. Fait que, naturellement, ils ne pouvaient pas tout le temps être là. Il y a eu des cours, mais pas énormément. Il faisait ce qu'on pouvait. Karaté, ben là, j'ai pas le choix. J'ai retombé dans le karaté parce que là, ben, faute d'options. Mais là, j'étais alimenté par l'Internet. Là. Parce que là, moi, j'avais une connexion Internet. Au début des années 2000, moi, je découvre Internet. Je n'avais pas Internet. On avait l'habitude, ça ne passait pas. Fait que là, moi, j'arrive à l'université, là, je vois tout ce qui se fait. Mais, j'ai pas accès à ça. Là, je fais mon bac. Je dois m'entraîner, mais tu sais, là, quand je finis mon bac, j'ai l'opportunité d'aller faire un MBA en finance à l'Université Laval. Je m'en vais là. Mais là, à l'Université Laval, j'ai pas une scène. Pas question de commencer à courir les clubs, puis les cours sont durs, puis moi, ben, c'est pas compliqué, je reste dans le pavillon Moreau, puis ma vie, c'est de voyager du pavillon Moreau au cours, à la piscine, puis au petit gym qu'il y avait là, dans le sous-sol. Je fais ça pendant 1 an, mais probablement le pire moment de ma vie. Fait que là-bas, je m'entraîne pas bien. Aucun sport de combat là-bas, parce qu'il n'était pas question, il faut étudier. Mais finalement, j'aime pas ça. Je vois que c'est pas pour moi, la finance de marché, ce qu'ils nous enseigne. Puis ma blonde, à l'époque, elle étudiait à Sherbrooke. J'ai dit, regarde, moi, je m'en vais à Sherbrooke. J'ai lu un article là-dessus, là, puis Sherbrooke, ça a l'air que pour les entrepreneurs, c'est la place dans ce temps-là. Là, on est quoi, on est en 2004, 2003, 2004? Oui. Ouais. Il y avait toute une scène d'arts martiaux à Sherbrooke. Oui. Oh, mais attends, avant ça, ma 2e année d'université, je décide de partir en Colombie-Britannique pour aller m'entraîner, pour aller m'entraîner. L'idée, c'était d'aller m'entraîner là-bas, mais finalement, l'idée que j'avais trouvée pour que ça me coûte pas cher, c'était d'aller apprendre l'anglais. Parce que j'avais entendu dire qu'en Colombie-Britannique, ça bougeait, parce qu'à l'époque, il y avait les combats qui étaient organisés par l'organisation TKO. Puis il y avait Québec versus Vancouver. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une. Bon, tu te souviens de ça? Ouais. OK. Fait que là, moi, ben, j'arrive là-bas. Première chose que je fais, ben, là, je m'en vais m'inscrire pour apprendre l'anglais. Tout de suite, je m'en vais à. J'étais à Coquitlam, moi, à Surrey. Puis j'avais su qu'à Port Moody, il y avait le Lance Gibson Penetration. Je m'en vais là, tout de suite. Ça, c'est un club. Ça, c'est un club de combat. Lui, là, le propriétaire de ça, c'était Lance Gibson. Lui, c'est un vétéran du UFC. Il avait affronté Dan Severn, mais pas au UFC. Il avait affronté ce gars-là dans une autre organisation. Il avait fait, tu sais, le coup de pied sur le bout du pied, là, quand les gars sont collés à la cage. Je pense que ça a été le premier qui a fait ça. Okay. Ouais. Comment il l'appelle, ce coup-là? Je sais pas. Le stomp. Vraiment, le coup de pied, là, il était collé à la cage, boum, sur le dessus du pied. Je pense que ça a été le premier, lui, à faire ça. En tout cas, ça pour dire que lui, moi, j'arrive dans ce gym-là. Il y a ce gars-là qui arrive avec sa grosse voiture, parce que lui, en plus, il était cascadeur dans des grosses productions hollywoodiennes. Il y avait une actrice qui s'entraînait là, qui était bien populaire à l'époque, qui faisait des gros films. En tout cas, il a eu un rôle dans Wolverine. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, si tu regardes son nom, le Lance Gibson était vraiment solide. Puis lui, ben, Penetration, c'était axé sur le kickboxing beaucoup.
moi, c'était tout bénef pour moi. Fait qu'écoute, moi, je rentre là, je m'abonne, mais je parle pas anglais, là. Ben. Moi, j'arrive là, puis je pose la question. Tu viens de où? Puis, premier training que je fais. Je rentre dans le ring avec un gars, Cameron Brown. Je me fais allumer. Je me fais défoncer. Défoncer. Je me fais péter, pratiquement péter le nez. Quand je suis reparti là, avec mon chandail, là, écoute, j'avais. En tout cas, à un moment donné, pour me sauver, j'ai donné un coup de pied, je me suis éclaté le gros orteil. J'étais encore cicatrisé de ça. Là. Je veux dire, le gros orteil était cassé. L'ongle était. C'est toi qui avais demandé ça a d'aller commencé dans le comme ça. quelqu'un qui arrivait de premier cours. Premier cours, là, ouais. Ah oui. Ben, on a fait un réchauffement. Ouais. Puis après ça, ben, de suite, moi, j'ai été dans le ring avec ce gars-là. Cameron Brown. Je ne connaissais pas vraiment. Je n'avais vraiment entendu parler de ce gars. Là, après ça, ben, pendant mon séjour, le problème que j'avais, c'est que là, j'avais le nez qui était probablement fracturé, il n'était pas viré, il n'était pas. Mais bon. Puis là, ben, le soir même, ben là, moi, j'arrive, puis là, il a fallu que j'enlève l'ongle qui était rentré dans l'orteil. J'ai trouvé de l'eau de javel, là. Il y avait de l'eau de javel qui traînait là où je restais. Je me suis fait une bassine d'eau mouillante. Ça a pris 2 heures avant d'enlever l'ongle, me faire des bandages. Bon. Fait que là, ça a été compliqué. Fait que là, je retournais là-bas pour m'entraîner, mais ça a été vraiment un bordel. Fait que je n'ai pas vraiment profité. Après ça, quand je suis revenu au Québec, et que je suis arrivé à Sherbrooke, là, je me suis inscrit aux Forces extrêmes de Sherbrooke. Et là, j'avais parlé de mon expérience avec un gars qui s'entraînait là à l'époque, Yann Pellerin. Lui, c'était un combattant professionnel. Il se battait, lui, pour le TKO. Là, j'avais tout expliqué ça. J'avais dit, c'est plate, ça n'a pas vraiment bien été là-bas. Je me suis blessé en partant. Puis, ben, c'est normal. Il dit, écoute, quand t'es arrivé là-bas, probablement qu'il te prenait pour un espion du Québec qui allait voir le méthode d'entraînement. Il dit, garde, le gars avec qui t'as boxé, Cameron Brown, je l'ai affronté, je l'ai battu. Il dit, toi, tu dis que tu viens du Québec, tu parles pas anglais. Il dit, probablement, écoute, ils t'ont allumé. Il dit, il savait pas. Tout arrivait, peut-être. Il y avait encore la culture très fermée, là, des clubs qui s'espionnent. Là. Peut-être que c'était ça. Mais c'était vraiment un beau club, sérieusement. Là, il y avait vraiment, là, moi, j'aurais voulu rester là plus longtemps pour m'entraîner, mais j'ai pas réussi à me trouver un job là-bas. À un moment donné, j'avais plus de scène. J'ai appelé mon père en panique. Il dit là, faudrait que tu me payes un billet d'avion pour revenir, parce que là, je peux plus revenir. Puis c'est compliqué. C'est parfait. Fait que là, on a réglé ça. Là, c'est après ça que là, j'étais allé à Sherbrooke. Là, je me suis inscrit aux Forces extrêmes, là-bas. Puis là-bas, ben écoute, mon niveau augmentait pas vraiment vite. Parce que bon, ben, écoute, il n'y avait pas de cours proprement dit. Tu arrivais là-bas, tu faisais un peu ce que tu voulais. Tu étais laissé un peu à toi-même, puis il y avait une culture de bad boy là-bas. C'était particulier au début. Hein? Oh, je sais ce que c'est devenu parce que moi, j'ai eu ma première ceinture en jiu-jitsu chez Nomade à Sherbrooke. Je m'entraînais avec un affilié de Nomade. Puis, mon premier prof là, de jiu-jitsu, lui a fait ses ceintures à Sherbrooke, dans ces clubs-là, quelques années avant les grosses descentes là, qui ont envoyé beaucoup de monde en prison. Puis on a entendu les noms des personnes qui allaient en prison et beaucoup étaient impliqués dans ces milieux-là. Puis, il y avait peut-être des clubs plus pour blanchir de l'argent que pour réellement créer une culture. Arrête donc, tu penses? Là, je sais pas, là, je m'avance. tu me dis que tu allais là, il n'y avait pas de cours qui se donnait. Il n'y avait pas bien de cours qui se donnaient. Puis là-bas, ce qui arrive, c'est que moi, quand j'allais m'entraîner là, les gars voyaient que j'avais un bon background de striking. Coudon, tu viens de où? Puis, naturellement, ben, écoute, ils te flattent dans le sens du poil, puis ils t'offrent toutes sortes d'affaires. Fait que là, à un moment donné, après peut-être 6 à 8 mois d'entraînement, peut-être un peu plus, te souviens-tu du UFC 58? Canada versus USA. T'avais Georges Saint-Pierre en finale, David Loiseau se battait, t'avais Steve Vigneault qui se battait. Oui. Ça, là, UFC 58. J'ai pas vu ça en direct, mais je sais de quoi tu parles. Bon, ben, ça, quand il y a eu ce gars-là, une couple de semaines avant, il y a des gars qui faisaient ce UFC-là, qui sont venus s'entraîner. Où est-ce que moi, je m'entraînais? Aux Forces extrêmes. Puis il y avait une cage, on avait une cage, puis il y avait Steve Vigneault qui était là, il y avait Yann Pellerin, il y avait une couple de gars. Puis là, ben, j'ai dit là, il faut que je me teste, parce que je me suis fait offrir des combats, puis je me suis dit, bon, ben, ça serait peut-être le temps de passer pro. Sans combat amateur, rien, c'est comme ça que ça fonctionnait. Là, je pense que c'est le temps. J'avais parlé à Marie, ma blonde, puis elle dit, ben écoute, elle dit là, il faut peut-être te tester, là, tu vas avoir des gars pour te tester. Parce que tout dans ton club, ils disent que t'es bon, ils disent que t'es prêt. Let's go. Essaye-les. J'avais jamais rien fait dans une cage. Là, j'avais fait du sparring, je me rappelle, j'avais fait pas mal de sparring avec Steve Vigneault. Après le sparring, il est venu me voir,
puis il m'avait vu boxer avec les gars. Il dit, wow, il dit, écoute, il faut vraiment. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, là, je suis à l'Université Bishop, je fais le certificat de langue anglaise là-bas, puis je travaille ici. Tu n'aimerais pas ça arrondir tes fins de mois un peu, faisant des combats? Je dis, ça paye-tu un peu? Mais j'ai dit, là, moi, je suis pas senti à l'aise pendant tout, là. Ben, sérieusement, là. Je me faisais piner. Ah, comment ça payait? Bon, peut-être entre 500, peut-être, tu peux aller chercher 800, 1000, peut-être. Ouais. Mais écoute, bon. Ça, c'est pro, le amateur. C'est pro. C'était TKO dans un ring. Je dis, puis moi, je l'écoutais parler, mais moi, dans ma tête, je ne m'étais jamais fait piner dans une cage. Quand j'étais. Parce que moi, mon objectif, là, de boxer avec ces gars-là, je ne me fais pas de ça. Ils ne m'amèneront pas ça. Je savais même que physiquement, j'étais fort. Je dis, oh, pas de problème, je vais regarder le combat de bout. Je vais faire parler mes points et mes pieds. C'est parce qu'il y a un mur derrière toi. Mais c'est pas être ça, quand tu as le mur, quand tu recules, tu te ramasses les deux pieds. Mais ça, là, il n'y a pas personne qui m'explique, là, on the fence, là, j'ai jamais. Tu comprends-tu? J'ai jamais fait de. Autrement dit, le cage crafting, là, pour moi, là, c'était zéro. Moi, je m'étais juste dit, regarde, je vais regarder ça au centre, je vais faire parler mes points, ça va aller, je vais mesurer avec eux autres, ils vont me donner des trucs. Puis tout le jargon que les gars entre eux autres, avant entre eux autres, je comprenais rien. Rien. Fait que moi, ça n'a pas été. Là, j'ai dit non, j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour ça. Il faut vraiment que j'apprenne comment ça fonctionne. Fait que je suis revenu chez nous, j'avais expliqué à Marie, ma conjointe, puis comment ça a été? J'ai été graffiné un peu, je m'étais pas fait allumer, ça avait quand même bien été. Puis là, les gars, moi, j'avais vu des gars se parer en full MMA avec des gants de 7 onces. Ça m'avait impressionné parce que moi, j'avais gardé mes gants de 16 onces. Parce que je n'ai pas boxe avec nous, des gants de 7 onces. Je n'ai jamais fait ça non plus. Même pas un sparring. Oui. Moi, je les avais gardés. Puis là, les gars, ils faisaient attention quand même. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé que non. Quand même, je me faisais offrir. Il faut absolument que je comprenne quoi faire quand je me fais piner dans le cage, où je trouve le moyen. Tu comprends-tu? Du point de vue technique, je suis vraiment pas là. Mais je me fais offrir quand même de y aller, mais là, je me rends compte, je suis pas fou. Ça va être de la chair à canon. C'est ça. Donc, j'ai recommuniqué avec Steve Vigneault, il dit, Eric, il dit, garde, viens t'entraîner à Montréal. Il m'avait donné ce conseil-là. Ou c'était son frère. Parce que lui, il avait un frère, là aussi, qui se battait professionnel. En tout cas, j'avais parlé à quelqu'un, là, sur Messenger à l'époque, puis c'était un des deux, puis il m'avait expliqué, il faut que tu ailles à cette adresse-là. Je me rappelle pas c'était où. Mais là, je travaillais dans un fitness entrepôt, où je m'étais trouvé un petit job. Puis j'avais tellement aimé ça, moi, que j'étais allé voir le propriétaire, j'avais dit, garde, moi, là, je veux faire ce que tu fais à Saguenay quand je vais retourner là, quand ma blonde va finir ses études, là. Je veux m'ouvrir un magasin. Parce que j'étais écœuré d'être fauché. Je peux avoir d'argent, moi, j'étais vraiment écœuré, je voulais faire de l'argent. Ça, t'avais quel âge, rendu là? Et là, écoute, quand j'ai fini mon bac, je suis rentré à l'université, j'avais 19 ans. Je vais avoir à peu près 24 ans. Okay. Ah, ben écoute, 24 ans. Puis à 25, c'est là que j'ai acheté mon magasin, là. Parce que là, lui, ce qu'il m'a expliqué, le propriétaire du fitness entrepôt, il me dit, bon, écoute, il y a probablement quelqu'un qui, pas probablement, il y a quelqu'un qui a une nutrition sport là-bas, puis il serait vendeur. Tu veux-tu le rencontrer? J'ai dit, sûr qu'il m'a le fait rencontrer. Fait que là, je l'ai rencontré, puis après ça, je me suis fait financer par mon parrain, parce que lui, il avait de l'argent, fait qu'il m'a donné le montant qu'il fallait pour que je puisse financer le magasin. Et là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me lance-tu là-dedans d'un sport de combat ou. Ah non, moi, j'ai choisi le magasin. J'avais fait un bac à lauréat en administration. Moi, dans ma tête, c'était simple. J'achète mon magasin, je mets un employé là-dedans, puis après ça, je vais m'entraîner. Ça va être facile. Quand j'ai acheté le magasin, il faut que tu travailles dans les livraisons d'installation. Il ne fallait pas que je me blesse parce que tu fais tout, parce que tu veux te monter un fond de roulement. Finalement, ça a fonctionné, mais là, j'ai été plusieurs années à aller que dans les centres de conditionnement physique pour entretenir ma clientèle, faire de la musculation. Écoute, je suis monté à 225 livres. 235, non, pas deux, autour de 225, 230 livres. Pesant, fort. Mais là, quand les sports de combat, moi, j'en faisais plus. Fait que là, de temps en temps, j'allais me défouler dans le club de boxe. Je continue. Quand j'arrivais là, le club de boxe, des fois, ça faisait 6 mois, 1 an, 2 ans que je m'étais plus entraîné. Fait que là, je me faisais allumer. Fait que, jusqu'au moment où, je voulais avoir des défis. T'sais. Fait que là, vu que je voyais que là, ma carrière était passée, je n'avais plus rien à faire. En fait, j'avais eu de carrière, en fait. Que dans les sports de combat, ben là, mon temps était fait. Puis là, j'ai dit, bon, ben là, ça me prend des défis. Puis là, j'ai essayé d'acheter un gym.
le mégaphone en arrière de Place du Royaume. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, c'est le propriétaire de la bâtisse qui l'a racheté. Après ça, j'avais comme projet d'acheter Fitness Entrepôt à Québec aussi. Finalement, ben, le propriétaire, lui, à l'époque, moi, ce que j'en ai compris, c'est que là, il était plus vendeur. Fait que là, finalement. Est-ce que tu étais entraîneur à ce moment-là? Pas tout, zéro. Honnêtement, je voulais rien savoir. Puis moi, en tant que pratiquant, là, c'est important que tu saches que j'avais pas une grosse réflexion. Vraiment pas. Parce que moi, la mentalité que j'avais, c'était la mentalité Oyama Karaté. Tu fonces. Et je veux dire, en combat, c'est t'avances, t'encaisses, tu prends des coups, c'est le plus fort qui va gagner. Fait que j'avais pas une grosse réflexion sur la technique. Le jeu de jambes, le footwork, moi, c'était un mot qui m'ennuyait. Fait que quand je voyais ça sur Internet, je skippais. J'étais absolument pas axé sur la technique. Vraiment pas. Fait que là, c'est que j'en étais là. J'étais rendu au point où. Là, tu dis que tu as essayé d'acheter des gyms. Ben, c'est ça. Ouais, exactement. Fait que là, finalement, le fitness entrepôt, ça n'a pas fonctionné. Fait que je me cherchais des défis, mais les sports de combat, pour moi, c'était rendu compliqué. Fait que là, après ça, ce qui est arrivé, c'est que je t'explique tout ça pour en venir à pourquoi, le pourquoi du comment de se mettre de mettre à coacher du monde. Parce qu'avant, là, les seules personnes que j'avais coaché un peu, c'était quand je faisais du karaté. Là, je coachais un petit peu, mais j'étais pas dans ce délire-là, pas tout. Là, après ça, j'ai eu l'opportunité d'acheter avec mon frère un laboratoire de fabrication de suppléments alimentaires qui était destiné au départ pour fabriquer des produits à Georges Saint-Blaise. Ça n'avait pas fonctionné parce que les normes de fabrication faisaient en sorte que les produits étaient devenus trop coûteux. Le projet n'avait pas fonctionné. C'est seulement des suppléments faits au Québec ou c'est surtout importé? Ça? Mais en fait, les matières premières sont importées. Ouais. Il y a beaucoup de matières premières qui sont importées, comme notamment la protéine de lactosérum. Essentiellement, ça vient des États-Unis parce qu'elle est moins chère. Les compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter les matières premières les moins dispendieuses pour faire le produit. Là, mais il y a beaucoup de manufacturiers québécois actuellement, puis canadiens. Il y en a de plus en plus. Fait que là, moi, mon frère était déjà dans place là-bas. Fait que j'ai dit, parfait, écoute, on va l'acheter. C'est un projet risqué. Parce que notre client, je pense, c'était entre 60 et 75 de notre chiffre d'affaires pour un client. Fait que si tu le perdais, bon, c'était fini. Fait qu'on l'a perdu. Puis après ça, c'était fini. Ça a été quand même une belle expérience, tu sais. Mais pendant que j'étais dans ce projet-là, moi, j'avais encore l'idée quand même de me mesurer. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire un sparring avec Ludo Pulci. Lui, c'est le gars qui fait du kickboxing. Puis il se préparait pour un combat professionnel. Puis moi, je t'avais fait un sparring avec. Puis finalement, le sparring, ça a bien été. On a fini l'entraînement. Puis après l'entraînement, ben, j'ai fait un arrêt cardiaque. Quand j'ai fait cet arrêt cardiaque-là, ça, là, tu fais un arrêt cardiaque, écoute, je vais te sauver tous les détails, mais en gros, moi, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que j'étais au club de boxe. Puis ça, je me souviens pas de ça, j'ai juste des flashs. On finit de s'entraîner, je m'assis. Puis j'en ai appelé mon père pour lui dire, parce qu'il était au magasin, pour lui dire, regarde, je m'en vais à l'hôpital, j'ai un malaise. Je me serais assis là. Ludo serait venu me voir, il m'aurait tendu une bouteille d'eau, je l'aurais échappé. Là, j'aurais changé de couleur. Je serais venu blanc, vert, bleu. Puis là, paralysé d'un côté. Lui. Symptôme d'une commotion cérébrale, c'était un coup au corps. C'était un arrêt cardiaque. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, on a fait notre entraînement. Ce que Ludo a expliqué, c'est que lui, il s'est blessé une tibia pendant le training. Fait qu'on a arrêté. Moi, écoute, c'est sûr qu'on s'est frité solide. J'ai pris un coup, mais j'ai pris plusieurs coups, mais qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais correct. J'étais vraiment correct. Je suis allé chercher de la glace. C'est donc pas un coup qui est arrivé, ça a été l'accumulation de coups. Non, on le sait pas. C'est un point d'interrogation. C'est un spasme coronarien. Autrement dit, le spasme coronarien, ce qui est dans le dossier, parce que mon dossier, il y a pas mal de pages. Mais en gros, c'est l'artère du cœur qui a spasmé. Ça a créé un caillot de 2 cm. Ce caillot-là, il a bouché l'artère. Là, à ce moment-là, ben, après ça, tu as 5 minutes. En 5 minutes, ben, tu te ramasses. Et lui, il m'a pogné, il m'a amené dans son char. Puis là, après ça, il m'a amené à l'urgence. Puis là, j'étais décédé. Puis mon père, il savait qu'il y avait un problème quand je l'avais appelé, puis c'était bizarre. Fait qu'il m'attendait dans le parking, il attendait que le gars arrive. Fait qu'ils m'ont sorti, ils m'ont mis sur une civière, puis ils ont commencé à la réanimation. Fait que 13 minutes à pu avoir rien, mais quand même tenté. Tout fait. Chez choc électrique, OK, bon. Tout ça pour dire que je suis revenu.
Je veux dire, je suis sorti de l'hôpital assez vite, je faisais une insuffisance cardiaque, mon cœur fonctionnait à 35%, mais il est revenu. 2 semaines après, après avoir sorti de l'hôpital, là, je retourne faire des tests, puis finalement, fonction cardiaque normale. Parfait, c'est pas de trouble, on va dire vite. Non, je reviens pas vite. Il est vraiment pas. Là, le problème, c'est que arythmie résiduelle, autrement dit, à toutes les fois que je fais un petit effort, je lève, je sais pas, moi, je m'en vais sur une latte pull-down, je fais une tirade verticale, j'en pompe 8, j'ai un battement de cœur qui saute, il y en a des deux qui sautent, puis je manque pas de connaissance tous les fois. C'est quelque chose que tu ressens ou c'est quelque chose qui est juste observé? Non, tu ressens que tu manques pas de connaissance, tu penses que tu vas crever. Tu comprends pas ce qui se passe dans ta tête, tu te dis, coudonc, vas-tu crever? Ou... Ils ont pas t'expliquer de l'arythmie résiduelle due au fait que ton cœur est tout mélangé, parce que là, le réseau électrique est en train de se refaire, puis regarde, ils voulaient mettre un pacemaker. À un moment donné, dans le dossier, c'était comme, lui, il faut mettre un pacemaker. Les facteurs de souffrance sont trop élevés. Il y avait 80% de chances de revenir avec une séquelle neurologique ou physiologique. C'était compliqué, vraiment compliqué. Fait que là, tout ça pour dire que, à un moment donné, ben là, j'avais le goût de recommencer l'entraînement. C'est la première affaire à laquelle tu penses, c'est chez vous. Tu n'es pas capable de faire grand-chose, mais tu veux recommencer à t'entraîner. Fait que là, je m'envoie dans le sac. Tu commences à taper dans le sac. Ah, ça fonctionne pas. Mais à un moment donné, ça finit par aller mieux. À un moment donné, plus de rythmie. Là, tu commences à redevenir un peu plus fort. Un peu plus fort, mais pas bien fort. Fait que là, je m'en vais dans mon garage pour essayer les choses. Puis là, je me dis, il faut que je recommence tout de A à Z. Puis je tombe sur une vidéo de Trevor Whitman qui parle de jeu de jambes, footwork. Il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Je skip, mais je reviens, je me dis, de toute façon, au niveau où j'en suis, il faut que je commence avec de quoi diminuer. Essayer de m'emmener. Puis là, je commence à appliquer un peu ces techniques-là. Je me rends compte que ça fonctionne. Là, d'un coup, je suis capable d'avoir une coordination boxeur reculon. Je suis capable d'envoyer des combinaisons, puis je me sens à l'aise. Puis là, je commence à regarder ça un peu sur Internet, puis je me dis, wow, fait que là, mon niveau augmente, ma santé s'améliore, de semaine en semaine. Puis là, je me dis, OK, il faut que je commence à me mesurer avec d'autres. Me mesurer avec d'autres, pas question d'aller dans un club de boxe, je vais me faire allumer. Parce que je suis pas encore assez fort. C'est impossible. Bon, ben, je vais caler des gars que je connais. J'avais un employé au magasin qui travaillait avec moi, puis j'ai dit, ça te tenterait-tu de commencer ça? Même rôle kickboxing. Les sports de combat. Oh, oui, ça me tente. C'est parfait. Pendant le COVID. Là, moi, j'ai placardé mon garage, je sais pas ce qu'on fait. Je suis caché. Sérieux, je pensais qu'il y avait avec moi. Ah, je te dirais ce que j'ai fait pendant le COVID. Ah oui, mais là, mais il y avait un soupi en tout cas. Fait que lui, je le fais venir, on le fait passer par la porte en arrière, on a commencé à s'entraîner. Puis, même si c'est un super athlète, là, Johan Salinski, c'était incroyable. Ben, vu que j'avais plus de technique, j'étais capable quand même de le contrôler. Il faisait attention à moi aussi, parce qu'il connaissait ma situation. Puis là, ben, j'ai commencé tranquillement. Puis là, je me suis rendu compte que, vu qu'il n'y avait pas de technique, là, j'ai commencé à y enseigner des techniques que moi, je voulais faire. Là, je me suis rendu compte que quand il ne comprenait pas, c'est parce que je l'enseignais mal. Si je l'enseignais mal, c'est que je la faisais non. Oh, là, j'ai catché. Je me suis dit, OK, c'est la façon pour être meilleur. Ça ne va pas de soi enseigner parce que tu es capable de faire. Exactement ça. Exactement ça. Fait que là, je me suis rendu compte de ça, puis là, j'ai commencé à le coacher. J'ai commencé à me coacher d'autres, à faire venir différents profils chez nous. Pour commencer à me rebâtir une santé, mais c'était du donnant-donnant. Là, je ne me chargeais rien. Ils s'entraînaient avec moi. Après ça, ben, on avait du fun, tu sais. Puis là, je suis devenu toujours de plus en plus fort. Et là, de plus en plus technique. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait, tout ce que j'avais à faire dans les sports de combat, c'était de faire comme une matière à l'école, de l'étudier. Puis après ça, de faire mes expérimentations. Après ça, de retourner étudier, d'expérimenter. Et là, je me suis mis vraiment là. Puis c'est là que j'ai commencé à coacher. C'est parce que j'avais pas le choix de coacher le gars, parce que le gars, c'était un néophyte. Et je voulais le rendre plus fort aussi pour qu'il me donne un peu de feedback. Tu sais. Ça a commencé comme ça. Tu veux te former un partenaire d'entraînement à la base. En tout cas, moi, ça a été ça. C'est ce que je vois aussi chez les enseignants autour de moi. C'est que on est amoureux de notre sport. C'est des sports de combat, ça prend un adversaire. Tu veux quelqu'un de compétent, qui est capable de comprendre ce qu'on fait. C'est ça. On forme du monde. Fait qu'en gros, c'est ça. Tout ça pour en venir à pourquoi là, tout d'un coup, je fais du coaching. À la base, ça a toujours été pour m'améliorer moi au départ. Ouais. Parce que j'ai tellement dit de fois, ah non, je suis pas un entraîneur. Même quand je coachais, non, je suis pas un entraîneur. Arrêtez de m'appeler entraîneur. Je suis pas entraîneur. Je suis même pas un coach. Moi, tout ce que je veux, c'est venir m'entraîner. J'en fais bénéficier les autres. Ouais. Mais là, à un moment donné, ben, par la force des choses, tu te rends compte, ça fait 3 ans que tu fais ça. Tu coaches. Et ce que tu dis, ça a du sens parce que ça fonctionne. Là, tu dis, ouais, OK.
comme ça que ça a commencé. Et finalement, ben, de se prendre au jeu. Ben, je me suis bien aimé ça. Et je me suis rendu compte que plus je coachais, meilleur je devenais. Ouais. J'aurais dû commencer ça avant. Et là, je me suis commencé à avoir de la réflexion sur ma pratique. Cette réflexion-là a tout changé. À ce moment-là, là, ouais. En gros, c'est vraiment là, on en est là aujourd'hui. Ben, je pense que souvent le monde parle des bénéfices de se mettre à enseigner. Tu sais. Ouais. Souvent, même comme entraîneur, on veut pousser nos meilleurs élèves à commencer à enseigner parce que je pense que ça force justement les élèves à réfléchir à ce qu'ils font. Dès lors que ton enseignement, c'est pas juste la régurgitation des choses qu'on t'a dites, c'est de vraiment comprendre pour toi-même comment ça fonctionne, comment tu as réussi à faire en sorte que certains mouvements fonctionnent pour toi avec ta physionomie, ton âge, tes capacités, etc. Mais oui, c'est vraiment une qualité, je pense, des bons entraîneurs que d'avoir vraiment une réflexion qui est maintenue pendant beaucoup de temps là, sur la pratique. Ouais. Ça peut sembler aller de soi, mais beaucoup de monde viennent s'entraîner juste comme pour se défouler. C'est un échappatoire. Donc, ils arrivent ici, ils ont toutes les considérations qu'ils avaient pendant leur journée. Et là, pendant 2 heures ou 1 heure, ils s'entraînent, ils arrêtent de penser à tout ça, ils font le vide. Là, dans la voiture, ils profitent de l'endorphine, ils reviennent à la maison, ils retournent dans leur quotidien. Ouais. Mais l'entraîneur, c'est celui qui, toute la journée avant son entraînement, il pense à son entraînement. Après l'entraînement, il continue d'y penser. Des fois, il y a de la misère à dormir le soir en arrivant parce qu'il continue de penser à ce qui s'est passé. Ça te fait ça, des fois, tu te réveilles la nuit, et tout d'un coup, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est une problématique. Là, après ça, tu te mets à. Et là, tout d'un coup, tu te dis, j'ai la solution. Tu t'endors, puis le lendemain, tu te réveilles, tu fais, merde. Non, tu les notes, toi, des fois, ou. Parce que moi, je me souviens pas tout le temps. Là, moi j'enseigne tellement beaucoup, puis depuis tellement longtemps, une dizaine d'années, j'enseigne vraiment à tous les jours. J'ai vraiment jamais arrêté, même pendant la COVID. À un moment donné, j'étais tout seul avec ma blonde, mais je pratiquais avec elle tous les jours. Et moi, quand je pratique avec une personne, je ne vais pas dire que j'enseigne, mais c'est mon processus de réflexion individuelle que je partage avec quelqu'un. J'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'une subjectivité pour développer mon jiu-jitsu. Donc, moi, je considère que depuis 10 ans, je vais enseigner tous les jours, essentiellement. Presque. Fait que j'ai pas besoin de prendre des notes, même si je l'ai fait souvent peut-être par insécurité, mais c'est tout le temps frais dans ma mémoire. Au plus long, je vais arrêter 3-4 jours, peut-être pendant les fêtes. Mais sinon, j'arrête le dimanche. Maintenant que j'ai une famille, puis ça, je ne m'entraîne pas le dimanche. C'est tellement tout le temps à moi que je n'ai pas besoin de prendre des notes. Okay. Puis, je veux dire, on dit qu'on a l'air d'être complètement obsédé par ce qu'on fait, puis on l'est, puis ça peut avoir l'air quasiment malsain que d'avoir de la misère à dormir parce que tu réfléchis à des problèmes. Mais moi, je suis vraiment complètement en phase avec ça parce que je sais que la nuit, si je m'endors avec des problèmes irrésolus, je risque de me réveiller avec des solutions parce que le travail se fait là, pendant que tu dors. Fait que oui, si je me réveille, j'ai un bébé qui pleure, whatever, je vais aller pisser, ben, il y a de fortes chances que j'ai un moment comme quasiment d'illumination. Je dis, ah ben oui, je vais essayer telle contrainte demain, je vais leur faire ça. OK, lui, en compétition, peut-être que j'aurais dû lui dire ça, puis tout ça, j'essaierai telle autre chose. Mais je vais juste brancher mon cerveau en même temps, je vois qu'il se décharge. Parce qu'être obsédé, honnêtement, c'est. Moi, quand j'ai recommencé à m'entraîner après l'arrêt cardiaque, j'étais obsédé par le jeu. Puis ça, au point d'en avoir là, des tendinites, là, ces 2 tendons d'Achille solides, au point d'être obligé de traiter. Puis ça m'a. Et je me suis rendu compte après ça que moi, dans mon cas, moi, ça me sert. C'est sûr que ça peut t'amener certaines problématiques, là, mais si tu veux vraiment progresser, moi, je le dis des fois à des gars, là, je dis, regardez, là, il faut que tu sois obsédé par ça si tu veux vraiment là, pousser le truc jusqu'au bout. Ouais. Mais t'as-tu l'impression quand même que, quelque part, des fois, l'athlète compétiteur, ouais. Des fois, je me dis, c'est peut-être mieux si quand il arrive chez lui, il mange, il dort, il passe du temps avec sa blonde. Je pense que c'est bon de décrocher aussi pour du monde qui font énormément de compétition, qui mettent. Mais t'as-tu vraiment décroché, toi? Tu sais, décrocher. Supposons que tu sais pas. Non, moi, pas vraiment. Tu passes pas en vacances, là. Non, moi, c'est pas tout le temps. Non, moi, je suis bien dans ma tête si je travaille, puis je fais ce que je fais avec. Exactement. Exactement. Honnêtement, c'est longtemps en vacances, je deviens anxieux, genre, je me reconnais pas. Mais non, c'est pas mon genre. Mais en même temps, j'ai vraiment eu, à cause des circonstances, tout ça, je suis vraiment devenu je me suis plus développé comme entraîneur que comme athlète. Si j'avais commencé les arts martiaux, les sports de combat, le jiu-jitsu à 15-16 ans, c'est sûr que dans ma vingtaine, ça aurait été bon d'être obsédé de façon si cérébrale, parce que je regarde des athlètes qui sont très bons autour de moi,
c'est pas nécessairement le même profil que moi. C'est, je pense, du monde qui, c'est bon de pouvoir mettre son cerveau à off, ça, c'est pour la récupération, tu sais. Puis quelqu'un qui, moi, je suis tous les jours sur les tatamis, tous les jours j'enseigne, tous les jours je m'entraîne, mais je m'impose pas la charge d'entraînement d'un athlète comme Charles Desrosiers, Maxime Tremblay, ou les gars qui font ça professionnellement, qui ne serait-ce qu'à cause de ma vie de famille, je suis même pas capable d'aller au gym comme je voudrais. Je suis là tous les jours sur les tatamis, ça c'est sûr. Pour moi, c'est pas, mais j'ai pas besoin de rouler une heure tous les jours. Mais un compétiteur, lui, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse du volume, puis il faut qu'il récupère bien. Moi, ma récupération, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, là. T'es toujours à 60% ou à 70%. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. À défaut d'avoir commencé à l'âge où j'aurais pu atteindre mon pic en même temps que j'aurais eu mon pic de croissance personnelle, ben, je me suis développé de façon très cérébrale. Ceci dit, je considère que pour mon âge, à 37 ans, je trouve que j'ai un très bon jiu-jitsu. Moi, j'aime mon jiu-jitsu, c'est juste que c'est ça. J'ai pas les capacités physiques là, d'un jeune de 21 ans. Je peux pas récupérer comme si j'étais jeune. Mais en tout cas, c'est fascinant de t'entendre raconter ton parcours, Eric. J'avais pas réalisé que dans le fond, l'enseignement pour toi, c'était relativement récent quand même. Quelque chose qui est arrivé vraiment avec la COVID puis qui t'a amené à avoir une pratique. C'est comme si tu devais réapprendre ton sport en façon hyper condensée. En fait, c'est plus l'arrêt cardiaque qui m'a 180. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je ne me serais jamais autorisé du temps pour recommencer, pour m'entraîner de la bonne façon, pour étudier le sport. Je n'étudiais pas le sport avant. J'étais plus, j'allais me défouler, puis je me fiais sur mes aptitudes physiques. Ouais, non, je comprends. Puis j'y allais, puis je fonçais tête baissée. Il n'y avait pas de réflexion. Non, j'entends. Je veux dire, moi, j'ai été de 5 ans à 18, 19 ans, là, j'ai toujours été un sportif bon à l'école dans les sports. Je faisais beaucoup de sports d'équipe, là, par contre. Là. Donc, surtout soccer, hockey, donc vraiment des sports, toujours des sports d'équipe. J'ai jamais fait de sport individuel avant de découvrir les arts martiaux. Puis, durant cette période-là de ma vie, je veux dire, où j'étais juste un athlète, j'avais aucune réflexion sur ma pratique, puis j'étais quand même bon pour mon âge, puis tout ça. C'est vraiment plus tard, quand j'ai vraiment voulu enseigner ce que je faisais, que j'ai senti le besoin de vraiment comprendre. Je pense que tu peux être très bon sans comprendre vraiment ce que tu fais. C'est des êtres humains qui bougent dans un espace, sont en interaction avec une autre personne. Quand tu réussis à connecter ton jab sur moi, ben, tu n'as pas calculé les angles, puis la distance précisément entre toi et moi. Tu as perçu une opportunité, tu as agi dessus. Donc, j'ai tendance à croire que c'est pas nécessaire d'avoir un profil comme ceux que nous, on a pour être bon dans les sports de combat et en bénéficier. Là. Loin de là. La plupart du monde ne veulent pas enseigner, en fait. Puis, je pense que je me reconnaissais aussi beaucoup dans ce que tu disais là, sur le contexte qui t'a un peu amené à être entraîneur un peu malgré toi. Là. Je pense qu'en premier, ça vient d'un désir égoïste de s'améliorer, de créer un environnement de pratique qui va être meilleur pour soi-même, parce qu'on a une obsession de devenir meilleur. Fait qu'on est comme la personne dans le groupe qui est la plus obsédée par la productivité, l'efficacité, l'organisation. Je pense qu'en premier, parce qu'il y a du monde qui vient des entraîneurs qui ne veulent pas être des entraîneurs, qui le font pour des trips d'ego. Ça sera un autre sujet pour une autre fois. Là. Mais généralement, les bons entraîneurs, en tout cas, surtout dans les sports de combat, qui sont des disciplines quand même basées sur les résultats, là, où les résultats sont observables, puis on essaie de rester connecté à la réalité le plus possible. Les sports de combat, ta performance va dépendre du gars d'en face ou de la fille d'en face. C'est une autre dynamique. Non, c'est ça. Moi, quand je regarde mon parcours, de mes débuts, quand j'habitais en appart à Montréal avec des gars de jiu-jitsu, nous, on avait des tatamis dans mon salon. Plutôt qu'un dojo, on appelait ça un doge. C'était mon terme. C'était un dojo à domicile. Là, tu sais. Fait que mon idée, c'était comme, bon, pour faire du jiu-jitsu, j'ai besoin de monde. Je peux pas le faire tout seul. Exact. Fait que j'ai besoin de colocs qui sont là 24 heures sur 24, 365 jours par année, à proximité. On a un espace juste à côté. Fait que, c'était littéralement, tu te lèves le matin, OK, on allait certains d'entre nous à l'université, d'autres étaient avec des job-ins, puis tout ça. T'es libre en 9 puis 10, on va se faire un entraînement. Fait que, ça a été vraiment comment organiser notre milieu de vie pour être capable d'en faire, parce qu'on a besoin de reps, on a besoin de passer du temps. Je vais brancher mon sol pour vous. En fait, ce que ça va faire, c'est que là, ça va être un petit problème logistique à régler pour la suite des choses. C'est que là, le micro ne fonctionnera plus parce que je n'ai pas le choix de brancher ça ici. Mais je pense que le sel va prendre notre son le son de nos voix là, correctement. Je fais des ajustements par la suite là, pour que ça sonne bien. Juste brancher ça. C'est correct comme c'est là? C'est à ton goût? Oui, c'est ça. Je pense que c'est super bien.
pense que c'est vraiment bien. Un petit peu de montage après, notamment coupé. Là, mon sel était à 100% là, pourtant. Fait que, c'est ça. Fait que là, les micros ne marchent plus. De toute façon, il va se reconnecter. Mais de toute façon, entre toi et moi, j'ai un doute depuis le début qu'il ne marche peut-être pas aussi. OK. Je vois la lumière. Ben, je me dis, c'est possible que ça pogne directement le son du sol, nos voix ici. Okay. Je vais monter un peu le volume, je vais m'arranger. C'est sûr que le son ne sera pas parfait. Non, je ne cherche pas à perfection. Il faut que je fasse des tests. C'est pas avec ça. Mais je pense que là, on est correct. Reconnecter, que ça enregistre encore. Que je fais un petit peu. Je fais une petite coupure, un petit montage. Oui, c'est ça, on disait. Donc, on parlait de l'entraîneur comme une personne qui est d'abord obsédée par la productivité, rendre son environnement de travail plus performant. Puis, moi, quand je pense à mon parcours, je me dis que ça a toujours été l'idée motrice. Je pense pas que j'avais nécessairement un talent particulier à devenir entraîneur, mais par contre, dans toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, je suis tout le temps le gars qui essaie d'organiser pour que ça soit plus productif, qu'il y ait moins de perte de temps, que ça soit plus performant. Puis, donc, c'est ça. Donc, on a fait un petit montage ici. Là, ça peut paraître un petit peu incongru à l'écoute, mais c'est juste qu'on a manqué de batterie. En tout cas, bref, on continue. Puis là, on était rendu à parler un petit peu de méthodologie, puis on était arrivé à la question méthodologique à travers une discussion sur la volonté de l'entraîneur de vouloir optimiser l'environnement de pratique. Donc, d'un désir égoïste de vouloir progresser plus vite pour soi-même, de devenir meilleur, on se met à former des gens autour de nous. On veut former des gens qui vont être en mesure de nous donner les réactions qu'on voudrait avoir. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut sinon? Se syntoniser à des réactions, apprendre à les lire, apprendre à réagir efficacement avec la personne. Puis, cette conception-là de l'entraîneur comme une personne qui crée l'environnement de pratique, plus que comme une personne qui a la responsabilité de tout te dire ce que tu dois savoir, ça m'a amené à rapidement avoir mes entraîneurs quand j'étais étudiant à Montréal, comme pratiquant de jiu-jitsu, comme non pas des personnes qui devaient tout me dire quoi faire, mais juste des personnes qui créaient les conditions dans lesquelles je pouvais m'entraîner. Fait que c'était très tôt pour moi, c'est évident que je devais apprendre par moi-même, je devais comprendre le jiu-jitsu par moi-même. Puis, comme je disais à Eric avant que ça coupe, que je considère maintenant que c'est la seule façon vraiment d'apprendre. Je pense que les gens peuvent juste apprendre par eux-mêmes. Puis en tant qu'entraîneur, il faut les laisser trouver par eux-mêmes les solutions qui vont leur permettre de s'améliorer dans leur sport. Puis si on va trop de l'avant pour essayer de leur dire quoi faire, comment se positionner, on va les castrer dans leur recherche. Puis ce que beaucoup d'entraîneurs réalisent, ça c'est une discussion que j'ai déjà eue avec d'autres entraîneurs, c'est que souvent tu vas, dans l'approche traditionnelle, tu vas montrer une technique à ton groupe, tu vas leur faire pratiquer la technique pendant un certain temps. Donc tu vas investir du temps dans l'attente d'un résultat. Okay? Parce qu'il y a un coût d'opportunité là, à ce temps-là de pratique. J'aurais pu faire pratiquer d'autres choses, on aurait pu faire 1000 autres affaires. Fait que j'ai des attentes par rapport au temps qu'on va investir, disons, dans une technique. Mais là, je vais toujours devoir tester dans le contexte réel de ce qu'on fait si la technique émerge par elle-même. Et quand elle va finir par commencer à émerger pour certaines personnes, elle va être faite différemment de ce que j'ai montré. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais fait perdre du temps? Est-ce qu'ils ont fini par trouver comment finir la clé de bras après avoir éloigné ce que je leur disais de faire, c'est avoir trouvé par eux-mêmes la solution qui fonctionne par eux. Oui. Donc l'idée que tu apprends par toi-même, c'est peut-être la seule façon d'apprendre comme entraîneur. Si tu crées les conditions dans lesquelles le monde va pouvoir trouver par eux-mêmes les solutions, mais c'est compliqué de leur donner des solutions. Ben oui, c'est compliqué parce que, écoute, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens vont s'inscrire dans nos structures pour apprendre une technique. Nous autres, on est vu un peu comme des vendeurs de techniques. Ouais. Tu vas me donner la technique dont j'ai besoin pour régler mon problème. Exemple, Éric Simard, toi, je vais te payer et tu vas m'expliquer comment connecter ma main arrière dans le menton de mon adversaire. Fait que tu vas m'enseigner cette technique-là. Moi, je suis un vendeur de techniques. Parfait. Sauf que le point, c'est que, comme je disais tantôt, ta performance va dépendre de l'autre en face. Puis l'autre en face, il peut être plus rapide, plus fort, avoir une plus grande allonge, il peut être plus explosif. Bon, en plus, il peut avoir un mental plus résilient que le tien. Autrement dit, il peut réagir mieux à la fatigue. Ça, c'est deux choses-là qui vont jouer contre toi. Là, après ça, je peux te la faire driller, cette technique-là, pendant des semaines, mais la main arrière, tu n'es toujours pas capable de la connecter. Les facteurs inhérents à la réussite de cette technique-là, il y en a plusieurs. Là, ce que tu n'es pas conscient, c'est que
Ta première ligne de défense, quand tu es en face de ton adversaire, c'est le contact visuel. Toi, tu es droitier, lui est gaucher. Observe. Est-ce que tu t'es rendu compte que le fait d'être en garde ouverte, gaucher versus droitier, ça force un combat à plus longue distance? Que l'angle de frappe, l'angle où que tu reçois les coups va être différent? Non, tu n'es pas conscient de ça. Est-ce que tu es conscient que, là, toute cette prise de conscience-là, il faut qu'elle se fasse de sa part à lui? Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment une prise de conscience ou c'est complètement dans l'inconscient que ça se passe, ces choses-là? Parce que oui, on peut prendre du recul et dire consciemment, je perçois qu'à un moment donné, on est droitier, gaucher. Oui. Mais l'instant où tu décides, je ne sais pas à quel niveau, ça se passe au niveau cellulaire, là, électrique, là, quand tu décides de lancer ta frappe, ça se fait de façon inconsciente, c'est avant même que tu en sois conscient. Oui. Fait que je pense que oui, c'est intéressant de le décortiquer, mais dans la pratique, moi, je ne vais pas en laisser trop ailleurs, mais moi, j'ai complètement abandonné l'idée de technique. C'est vrai, tout à fait, que le monde vienne te voir avec l'idée que, genre, ça, c'est le gars qui va me donner le truc, qui va faire en sorte que je vais régler mon problème, mais ce qu'on fait, ça ressemble plus à quelqu'un qui, je sais pas, veut changer son physique. Peut-être tu veux prendre de la masse. Tu vas t'inscrire dans un gym, tu vas peut-être même te faire monter un programme d'entraînement. Ton entraîneur, il va te montrer comment lever une charge. C'est pas le fait d'avoir levé la charge qui va faire que tu vas prendre de la masse musculaire. C'est pas la technique qui va te permettre de prendre de la musculaire. Déjà, tu n'as rien fait, en fait, quand tu sais la technique. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as pas fait le travail d'essayer de lire quelqu'un qui bouge, qui essaie aussi de te frapper. Puis ce que j'aime pas de la technique aussi, présentée comme une série d'outils qu'on te donne avec lesquels tu dois te démerder, c'est que plutôt que de te concentrer à lire ton adversaire et voir ce qui est une opportunité d'action, tu essaies de placer quelque chose. T'sais. Mais mettons, toi, tu es le gars, tu veux placer ton jab. Mais peut-être que la meilleure chose à faire, c'est juste de prendre ma jambe et de la lever. Du moins, peut-être que ça, c'est ça devant toi, mais tu n'es pas capable de le voir parce que tu vois juste le truc que tu essaies de placer. C'est essayer d'ouvrir un cadenas avec. D'où l'importance d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est le combat aussi. Exactement. Est-ce qu'on veut vraiment commencer par la technique ou on veut plutôt commencer par juste la relation? Mettons qu'on parle des sports de frappe. La relation, la gestion de distance de deux corps qui essaient de se toucher sans se faire toucher. C'est là que ça commence. La fameuse gestion. Exactement. Si on parle de sport de lutte, pour moi, je le dis souvent dans mes cours, là, on est dans le monde des sports de préhension. Le combat commence quand je te pousse. Si je te pousse pas, après, tu peux me dire peut-être qu'il y a la question de l'angle et tout ça, mais ça reste que on se met. J'ai de l'information qui me permet de lutter dès lors que je te pousse. Dès que mes mains te touchent, je te pousse, toi tu te laisses pousser ou tu repousses, puis là on commence à lutter. Ben, il faut qu'il y ait une dynamique de données au départ. Il faut qu'il y ait une dynamique de données. C'est ça. C'est ce qui fait que tu vas peut-être bien réagir ou mal réagir, le stress aussi. Mais l'autre en face. C'est ton adversaire, c'est la personne devant toi qui te donne cette information-là. Exactement. Fait que moi, toute mon approche maintenant, c'est focaliser l'attention de mes élèves sur ce qui se passe devant eux. Ça a l'air tellement simple dit comme ça, mais c'est radicalement différent de ce que j'ai fait moi comme entraîneur pendant 10 ans. Là. Avec le recul, peut-être que je me raconte une nouvelle histoire, là, mais j'ai l'impression j'ai toujours progressé vers ça. On cherchait ce qu'on a maintenant, là, si je parle spécifiquement de l'approche écologique, d'une approche là, vraiment qui nous explique, qui nous fait comprendre comment le développement moteur émerge dans la nature. Depuis que j'ai cette compréhension-là, j'ai l'impression que, au fond, c'est toujours ça que je cherchais. Parce que moi, j'ai commencé les arts martiaux dans mon début vingtaine, parce que j'ai fait des sports d'équipe avant. Comme toi, j'ai été beaucoup influencé par la culture cinématographique des années 90. Je suis un peu plus jeune que toi, mais les films de Jean-Claude Van Damme, Stallone, les films d'action, pour moi, c'était mon pain et mon beurre. Là. Quand j'étais jeune, ça a vraiment structuré mon imaginaire. Puis plus tard, on n'a pas parlé, il y a eu Fight Club aussi. Fight Club, moi j'ai passé à côté de ça. Ah ouais? Ben, parce qu'au moment, en quelle année ça a sorti ça? Ça, j'ai envie de dire en 2000 puis 2005. Moi, j'étais au secondaire. Mais tu sais, c'était vraiment le truc, genre, il y a peut-être dans la société des gens qui se réunissent pour se prouver puis se casser la gueule dans des sous-sols. Puis c'était un truc. C'était la plus belle chose au monde. Ben oui. C'était un truc vraiment qui parlait à nos valeurs de gars, te tester par rapport à l'autre, te situer dans une hiérarchie, se mesurer aux autres. Tout ça me parlait énormément. Puis j'ai toujours été entre les sports puis les arts. Moi, j'étais bon dans les sports, mais j'étais bon dans les arts aussi. Ouais, tout le temps. Fait que, dans les deux, à un moment donné, mais en fait, mon souci de productivité et d'efficacité, c'est beaucoup plus venu quand je suis arrivé en musique, là, quand j'ai fait le switch des sports d'équipe vers la musique. Dans les sports, j'aimais pas pratiquer. Moi, j'aimais juste jouer, je pense, comme à peu près tous les enfants. T'as pas envie de te casser la tête et d'utiliser ça comme une matière à l'école. T'as envie de te défouler, t'as envie de te donner, t'as envie de te mesurer aux autres, t'as envie de
de chamailler. Dans tous les sports d'équipe que j'ai fait, j'étais tout le temps quand même physique dans mon style. Donc, j'aimais ça mais j'aimais la compétitivité. J'ai toujours aimé la compétition. Mais mes parents vu mon intérêt pour les films d'arts martiaux, m'ont inscrit au karaté quand j'étais très jeune, genre à 5 ans, mais j'ai détesté ça comme enfant. Et je comprends tout à fait pourquoi j'ai détesté ça, parce que je détesterais ça maintenant. C'était des katas, de la discipline, quasiment de la méditation. Moi, j'aurais eu comme toi besoin du combat, mais je pense pas que j'avais perçu ça, j'étais trop jeune. Mais j'ai détesté l'ambiance du karaté quand j'étais jeune. C'était pas du tout mon truc. J'étais plus à l'aise sur un terrain de soccer, une patinoire, mais il fallait que ça se fasse. J'avais du karaté sportif, peut-être que ça aurait été une autre histoire. Qu'est-ce que tu veux dire, karaté sportif? Ben, où on se bat, là, tu sais. On se met des gants et tout, mais là, c'était du brisage de plaquettes. C'était des katas, genre, des trucs à apprendre par cœur, ça me faisait chier à mort. Mais bref, mon désir de productivité, d'arranger mon temps, ça arrive quand je suis en musique. Souvent, les musiciens font des bons pratiquants de jiu-jitsu. J'ai remarqué ça souvent au fil de ma progression dans les arts martiaux. Mais c'est ça. Donc, c'est plus de la musique que je suis venu à me structurer. Puis j'ai commencé les arts martiaux début vingtaine. J'ai vraiment touché au sport de combat, mais c'est vraiment les arts martiaux mixtes qui m'ont intéressé, qui m'ont amené à m'intéresser à ça. Là. Surtout Fedor. Je regardais tous ces matchs de Pride, ça a été vraiment mon combattant préféré. C'est la première fois que j'écoutais des sports. J'avais jamais été un sportif de salon. Puis lui, je sais pas, dans son style, dans sa versatilité, dans sa polyvalence, pour que c'est le bon terme, je trouvais ça magnifique. Là, les projections de judo, les balayages, les frappes au sol. Ça a été vraiment mon modèle. Puis je me suis intéressé à ça alors que je faisais un contrat de musique sur des bateaux de croisière. Donc j'étais parti pendant 6 mois en fait. Puis je découvrais ça, j'écoutais des émissions aussi. J'oublie le nom, Human Weapon. C'était 2 gars, un gars d'arts martiaux mixtes et un joueur de football qui visitait différents pays dans le monde. Il faisait le tour du monde qui allait explorer différentes disciplines. Puis bref, il se trouve que sur le bateau de croisière où je travaillais, il y avait un des techniciens de son, avec qui les musiciens on travaille régulièrement, qui était un champion de taekwondo philippin, celui qui était allé aux Olympiques en taekwondo. Puis, comme il voyait que j'étais sportif, puis je commençais à m'intéresser au sport de combat, après nos spectacles le soir, il mettait des mitaines, puis il me faisait pratiquer des kicks. Puis, il m'avait aussi initié à l'escrima, ou le kali, là, qui est l'art martial traditionnel philippin, qui se fait avec des bâtons. Il commence avec des bâtons pour travailler plus longue distance. Le kali, ça, c'est l'art de se battre au couteau, ça, il me semble? Là, tu progresses vers ça. Tu commences avec des bâtons. Puis après ça, tu t'approches avec les couteaux. Puis à la fin de ton cheminement, tu finis avec les poings puis les mains. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est une logique. On commence avec longue distance, puis on se rapproche. Puis c'est basé comme sur un genre de triangle au sol. Bref, on faisait beaucoup de kata là-dedans, là, quand même. Il y a un aspect très scripté qu'aujourd'hui, je trouve ridicule, mais à ce moment-là, je pratiquais ça. Puis quand je suis revenu à Montréal de mon contrat de bateau, j'avais 21 ans, je me suis inscrit au club de Philippe Gélina. Philippe Gina qui a fait partie des Dog Brothers, c'est des gars qui faisaient des combats avec des bâtons au début des années 90. Ils avaient demandé à être dans l'UFC, puis Dana White avait refusé apparemment que le combat c'était trop violent. Mais c'est des gars qui se mettent des casques de hockey, des gants de hockey, des casques d'escrime. J'ai dû voir ça. Puis des fois des protège-genoux, ils ont des bâtons, puis ils vont se frapper. C'est vraiment violent. J'ai fait du sparring une fois en Cali, même t'as des bleus, genre. C'est un sport trop violent, fait que tu peux pas le pratiquer de façon représentative. Là. Je trouve ça un peu con là, maintenant. Là, c'est comme se battre avec des vrais couteaux. Là. On va se battre une fois. Mais mine de rien, c'est des bâtons, mais tu crées sur ça un gros coup de bâton donné à pleine force là, sur le genou. C'est un asti bleu. Mais ça m'a quand même fait réaliser, parce que ça, c'était vraiment mes premiers mois là, de pratique supervisée dans des dojos et tout ça, que le grappling, c'était vraiment la base. C'était comme l'élément liant de tous les arts martiaux. Dès que tu reçois un coup de bâton, là, crois-moi que tu vas juste te clincher. Tu vas clincher sur le bout. Tu peux pas juste partir en courir. Partir à courir dans un ring, dans un gym ou dans une cage. Dès que tu me donnes un coup, asti que ça pince, je suis en train de me rapprocher, je suis en train de pincer. Puis ça devenait des matchs de lutte. Quand tu es sur le dessus, c'est encore plus dominant. Puis tu peux frapper avec la pointe du bâton. Tu peux même utiliser le bâton comme un levier pour étrangler. C'était vraiment trop violent. C'est sûr que personne ne pratique ça, ou sinon ils le font de façon esthétique en faisant des il y a des dangers de blessure. C'est trop raide. C'est ça, le monde qui dit qu'ils font les toughs devant les sports de combat en disant que c'est pas la réalité, c'est comme ce qui est plus proche qui nous permet de pratiquer. C'est ça, ultimement, on a besoin de pratiquer. Chaque fois qu'on pratique, t'as un doigt cassé, on va pratiquer 2 fois par année. Oui, c'est ça. C'est comme une évidence, mais bon. Fait que j'ai fait 3 mois à Montréal de cette discipline-là. Puis après ça, j'ai vite compris que moi, ce qui m'intéresse, c'est les sports de combat, c'est les arts martiaux mixtes.
Puis plutôt que d'aller directement dans des programmes d'arts martiaux mixtes, il n'y en avait pas tellement que ça, même à Montréal, je dirais autour de 2000, entre 2005 et 2010. C'était encore du monde qui allait faire des disciplines distinctes, puis à un moment donné, qui réussissait à les agencer. Mais ça, c'était pas trop clair pour moi. C'est parce qu'il faut que tu combines des entraîneurs. Déjà combiner des entraîneurs ensemble. Mais ça marche pas. C'est pour ça que moi, je propose, on en reparlera, mais au Jiu-Jitsu samedi, moi, j'enseigne le MMA puis le Jiu-Jitsu. Mais j'enseigne pas du tout le kickboxing. J'enseigne pas la boxe. J'essaie vraiment de prendre les arts martiaux mixtes comme un sport à part entière. Pas la collection des différents trucs. Ça, pour moi, c'est complètement dépassé parce que tu boxes pas de la même façon dans un match de boxe. Comme tu fais en MMA, tu fais pas du Jiu-Jitsu en MMA comme tu fais du Jiu-Jitsu. En plus, c'est comme l'évidence. On parle de ça. Bref, j'ai pratiqué toutes les disciplines individuelles, principalement la boxe, le Muay Thai, puis le Jiu-Jitsu qui était souvent combiné avec la lutte quand c'était du no-gi. Puis pendant 3-4 ans, mettons de 21 à comme 25, je dirais, dans différents clubs, Orion, sur la Rive-Sud, H2O, le club de Philippe Gélina, j'ai comme essayé d'organiser ma semaine pour faire toucher un petit peu à tout. Puis je dirais que j'ai eu l'impression de progresser beaucoup plus vite en boxe qu'en Muay Thai dans les années qui ont suivi. En fait, je pense qu'avec le recul, je pense que je me pensais meilleur que je l'étais réellement parce que je ne faisais pas vraiment disparer. Mais tu sais, je parais bien là, quand je suis dans un coup. Tu étais dans l'incompétence inconsciente. Exactement. Fait que, j'étais rendu au stade où les profs venaient me voir, mais j'étais quand même sportif, fait que ça paraissait. Des fois, on faisait des petits sparring. J'ai joué au soccer beaucoup, fait que c'était facile pour moi d'utiliser mes pieds. Fait que là, les coachs, j'ai commencé à me parler pour me faire des combats amateurs. Ça t'intéresse-tu? Tu veux-tu peut-être coacher? Puis ça, j'étais rendu là. Après 2-3 ans de boxe Muay Thai, 2-3 cours par semaine, je dirais. Mais mon jiu-jitsu, lui, que je pratiquais à raison d'un cours par semaine, il restait nul à chier. Je continuais à me faire rincer à tous les jours. Toutes les semaines quand j'allais m'entraîner. J'étais combatif, le monde le reconnaissait, mais je me faisais quand même complètement dominer par des gars plus légers que moi. C'est une façon ça me confrontait beaucoup plus que dans les autres disciplines. Puis, écoute, à un moment donné, je suis rendu à 23, 24, 25. Là, c'était rendu où j'avais l'impression qu'il fallait faire de la compétition. Ou est-ce que si j'aime vraiment ça, si je veux continuer les arts martiaux, c'est important que peut-être que je me focalise sur une discipline. Puis je me dis, je vais prendre le jiu-jitsu parce que c'est celle que j'ai l'impression de patauger dans le vide. Là, puis c'est pour ça que déjà aussi, il y avait l'idée, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des coups à la tête. Je vais à l'université, j'ai encore des contrats comme musicien. J'ai vraiment besoin de mon cerveau. Je ne vais pas devenir sportif professionnel. Je commence à 23, 24. C'est un hobby, quelque chose qui me passionne. Mais je vais me tourner complètement sur le jiu-jitsu. Je vais essayer d'en faire plus parce que j'ai besoin de démystifier ça. C'est moi qui est trop con. Ou si je me mets en... Mon idée, c'était vraiment si je me mets à en faire tous les jours, je vais catcher. Genre, je vais démystifier cette affaire-là. Si je veux en faire tous les jours, là, j'ai comme 24, 25. J'ai besoin d'un appart, j'ai besoin de coloc, j'ai besoin de corps autour de moi. J'ai besoin d'avoir des gyms autour de moi. Il faut que je puisse m'entraîner tous les jours en même temps que je vais à l'université, parce que je travaille, j'ai plein d'affaires, j'ai des petits blocs, il faut que je puisse m'entraîner. J'ai besoin de corps pour faire du jiu-jitsu. C'était évident. Avec le recul, je pourrais dire que je suis allé vers le jiu-jitsu parce que c'était, de tous les arts martiaux que je faisais, c'était celui qui était pratiqué de la façon la plus écologique. Puis je pense que tous les gars du jiu-jitsu, finalement, pourquoi on est resté dans le jiu-jitsu? Parce qu'au début, on était interdit par les arts martiaux en général. Les personnes qui trippent sur le jiu-jitsu tout court, c'est pas ça que tu écoutes à la télé, c'est pas ça qui est véhiculé dans la culture. C'est parce que c'est le sport où tu sport. Tu fais du sparring tous les jours. C'est exactement ce que tu fais. Tu fais à ton premier cours. Tu peux sparer plein régime puis en limitant les chances. Exact. C'est tout à fait logique pour mon profil. Je veux protéger mon cerveau. J'adore ce que je fais. J'ai besoin, moi, d'être stimulé intellectuellement, d'avoir des hobbies qui me passionnent. Fait que j'ai mis en place le Doge à Montréal, les Frères Saint-Amour, qu'on a reçus ici récemment, qui sont des très bonnes ceintures brunes, ceintures noires aussi en jiu-jitsu. Dans l'accélérateur martial. Ouais, on les a reçus ici. C'est des bons amis de moi. Je les ai initiés, ces gars-là, au jiu-jitsu. Ils étaient en appart ensemble. Il y avait un bon deal dans Schlaga. Il y avait un super grand appart qui ne coûtait pas trop cher. Il restait 2 autres chambres. J'ai dit, je m'en viens, les gars. Le salon double, on remplit ça de tatami. Après ça, on a eu des sacs. Avez-vous parlé les murs? Avez-vous brisé? Non. Non, on faisait attention. Ah, oui, écoute, c'était fou. Quand on a commencé le Doge, là, on était toute une gang de ceintures blanches. On avait comme j'étais là, on avait une chambre, on avait des tatamis. On avait notre salon d'eau où on avait des tatamis. On était capable d'avoir 8 personnes qui se battent en même temps dans l'appartement. Combien de pieds carrés, donc personnes qui se battent? Quoi, 400 pieds carrés? Genre, ouais, 400, peut-être une petite pièce. Mais tu sais, on avait plein d'amis qui venaient, il y avait des gants. On avait des tatamis, on avait des trucs sur les murs aussi. On faisait attention, puis c'est vrai, on avait tous acheté des tatamis ensemble, puis on avait collé comme un genre de casse-tête. Quand tu veux vraiment, tu peux le faire. Puis écoute, c'était trippant. Je veux dire, l'appart, ça devenait là, tellement dense là, en humidité dans l'appart, là, t'en avais un chien, ça sentait mauvais. C'était vraiment un truc, il n'y a pas une fille qui a voulu rentrer dans cet appart-là.
mais on était toute une gang de gars qui allaient soit à l'école, ou qui travaillaient à temps partiel, ou qui allaient à l'école, qui allaient à temps partiel, qui voulaient se développer dans les arts martiaux. Puis moi, écoute, j'ai toujours travaillé à la pige depuis que j'ai 18 ans comme musicien, tout le temps comme traducteur. J'ai tout le temps eu des petits contrats ici et là. J'ai vraiment eu d'emploi à salaire fixe. Fait que dès que mon prof de jiu-jitsu dès qu'il y a eu des opportunités d'enseigner, je les ai prises. Parce que je voyais la possibilité d'avoir un revenu d'appoint. Au gym, c'est un peu moi qui montais les entraînements de toute façon. Je tombais tout le temps un peu dans ce rôle-là, la personne qui arrive, OK, voici ce qu'on fait aujourd'hui. Puis ça a fait en sorte que j'ai commencé à enseigner vraiment tôt. Je n'étais même pas ceinture bleue, j'avais déjà des contrats, je donnais des cours dans les écoles secondaires. Tu sais, j'avais un sentiment d'imposteur là, assez intense. Mais j'étais juste le gars disponible qui aimait ça. J'avais une réflexion, puis je m'étais mis en tête autour de 24, ça a pris comme 2 ans, de 24 ans à 25, 26, avant que je me mette à enseigner presque à temps plein. J'étais le gars qui était tout le temps disponible, je m'étais mis en tête que je voulais faire du jiu-jitsu à tous les jours. Si j'en faisais tous les jours, j'allais avoir une bonne progression. Puis là, j'ai commencé à enseigner à une place pour remplacer un prof qui était malade. Ça semblait pas déranger aux gens que je sois ceinture blanche ou que j'ai pas autant d'expérience parce que mes cours étaient vraiment bien montés. Puis à défaut d'être plus connaissant, d'avoir plus d'expérience, j'ai préparé là, vraiment. Là. Je suis vraiment tombé dans la mode des vidéos d'instruction qui devenait populaire aussi il y a une dizaine d'années. Là. Puis, tu sais, j'étais le gars, je voulais tout le temps être avant tout le monde, avoir vu le nouveau vidéo d'instruction. Je voulais tout le temps avoir la technique nouvelle avant les autres, puis la montrer. C'était une façon pour moi là, de sécuriser par rapport à ça. Je pensais qu'il y a quelqu'un de plus expérimenté que moi. Je me hey, écoute, j'ai écouté le dernier vidéo de John Honor. Ouais. Tu savais tu peux faire ça, Au fil du temps, je suis un peu devenu le gars que, dans mon entourage, dans l'est de la ville, que les gens venaient voir pour savoir pour avoir la nouvelle affaire, c'est quoi. Donc là, moi, je l'enseignais avec les détails que j'avais vus dans les vidéos d'instruction. Toujours des vidéos d'instruction qui étaient en anglais. Fait que moi, dans une optique aussi où je voulais vraiment je me voyais comme un divulgateur de savoir. Là. J'avais besoin d'avoir ces termes-là en français. Je suis devenu traducteur un peu à travers ça. C'est une autre façon, j'avais des contrats. Fait que là, à un moment donné, un peu avant la COVID, j'étais rendu où je gagnais ma vie correctement en enseignant du jiu-jitsu, en faisant des contrats de révision, de traduction de texte. J'avais été complètement... j'avais fini ma maîtrise à l'école, mais moi, je m'enlignais pour être prof de littérature au cégep. Ouais, j'ai les diplômes pour faire ça. J'ai étudié aussi en musique. Tu sais, j'ai toujours été dans un milieu comme artistique où les arts martiaux, les combats, le sport, c'est inconnu. Je suis comme, j'ai deux voix dans ma tête, tu sais. Mais j'ai enseigné la musique, j'ai enseigné les langues aussi. Je pourrais donner des cours de littérature au cégep. J'aimerais ça, faire ça même. Mais le milieu universitaire m'a vraiment dégoûté. Là, tu sais, je suis plus l'instinct d'un travailleur autonome. Je suis pas du tout en phase avec les idéologies qui sont véhiculées dans ces institutions-là. Puis l'enseignement des sports de combat, pour moi, il n'y a rien que je voudrais plus enseigner. Le monde, s'ils viennent, ils sont motivés. Ils n'ont pas besoin, c'est pas comme en musique où le monde a besoin de se fouetter ou comme quand on enseigne les langues. C'est tout le temps quelqu'un qui il faut que j'apprenne ça. Si tu viens le soir t'entraîner au gym, là, puis tu viens te battre là, pendant 1 heure, là, tu le veux. C'est le genre de personnalité. C'était beaucoup plus mon genre de personnalité que je rencontrais. C'est vraiment méritocratique comme milieu. Là. Pour plein de raisons, c'était comme évident que sur papier, il n'y a rien que je voudrais plus enseigner que le jiu-jitsu. Fait que ça, à un moment donné, c'est devenu juste ça que je faisais. Là, quasiment. Je donnais des cours tous les jours dans plusieurs places. Là, la COVID est tombée. Tous les gyms ont été fermés. Donc là, j'ai travaillé, j'ai beaucoup plus misé sur la traduction. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es revenu dans la région? Ouais, j'y arrive. Okay. Ça va être la... Ben oui, je vais t'expliquer en fait. Mais c'est parce que c'est arrivé avant le COVID, ça. Au milieu de la COVID. Je peux t'expliquer ça. Tu n'étais pas déjà installé, toi, pendant le COVID? Non, en fait, okay, ben, ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai rencontré ma blonde, ma conjointe, la mère de mes enfants, Maggie. Au moment où je faisais encore des contrats de bateau, j'étais encore à l'université. J'enseignais de plus en plus, j'étais sur le bord de finir l'université. Maggie, c'était aussi une musicienne, c'est une compositrice, on avait ces milieux-là. Puis en plus, elle faisait de la boxe dans un des clubs où j'enseignais du jiu-jitsu. Mais là-bas où tu étais? Ouais, à Montréal. À Montréal. Fait qu'on s'est rendu. Montréal? Non, elle vient du lac. Elle vient du lac Saint-Jean, c'est ça ma porte d'entrée ici. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai rencontrée au début de tout ça. Puis quand la COVID nous a forcé à fermer toutes les gyms, ben moi, mes parents ont un chalet en Beauce. Fait que Maggie puis moi, elle est prof de piano, donc on a tous perdu nos contrats. Moi, maintenant, j'étais rendu juste à faire de la traduction, travailler à distance. Fait que c'est comme on peut aller n'importe où. Puis l'ambiance en ville, c'était particulièrement exécrable. Fait que on a quitté Montréal. On est allé passer 4 mois au chalet de mes parents. On s'est vraiment rapprochés. J'ai comme enseigné le jiu-jitsu à Maggie en condensé, là, parce que
J'avais amené mes tapis, puis on a pratiqué tous les jours. Puis après ça, on est revenu à Montréal, parce que là, on sentait qu'on pouvait peut-être recommencer à travailler, puis tout ça. Puis moi, je suis revenu dans mon appart avec le dojo, puis tout, dans l'est de la ville. Là, les gyms étaient fermés. Mais j'ai donné des cours tous les jours. J'ai donné des cours tous les jours. Nous, on a... Écoute, c'était... Tous les athlètes sérieux s'entraînaient. Les hobbyistes s'entraînaient plus. Donc, c'était merveilleux. Okay? En tout cas, puis moi, j'ai donné des cours à tous les jours, puis personne ne pouvait me payer. Personne ne payait, on ne peut pas déclarer, on ne peut pas demander d'argent. Moi, je le faisais parce que je veux m'entraîner. En plus, quand je vais donner un cours au gym, c'est tous les gars qui, eux autres, alors des amendes, ils vont trouver moyen de s'entraîner. Ils vont venir chez nous s'entraîner, on va aller au gym, on barre la porte. Si ça cogne à la porte, on débarre, puis on se place dans nos carrés là, qu'on a inventés, puis on fait du yoga. Genre. C'est n'importe quoi. Tu peux t'entrer dans des gyms, mais il fallait que tu sois dans ta zone, délimitée par un certain périmètre. Il y avait moyen de s'organiser. On n'a pas suivi ça pendant tout. Maintenant que c'est passé, j'ai pas peur de le dire, ma blonde puis moi, on s'est pas fait vacciner. On était vraiment contre tout ça, mais on a tenu la tête basse. On s'est tenu la tête basse. Oui, puis, t'avais intérêt à te tirer à carreau. C'est ça, exact. Fait que, en plus, encore plus après, quand on essaie d'ouvrir le gym, puis tout. Puis ça, on pourrait passer des podcasts là-dessus. Mais bref, après ça, je donnais mes cours à Montréal. Là, on arrive en comme janvier 2021. Je reçois ma ceinture brune de mon prof à Montréal. Puis 2 semaines après, complètement écœuré par l'ambiance qu'il y avait au Québec, juste dans les universités à ce moment-là, je fais une publication controversée sur mon Facebook, puis je m'auto-cancelle. C'est vraiment ça le plan. Là. J'étais comme écœuré d'être entouré de monde dans les gyms qui étaient juste complètement différents de moi. Puis écoute, j'avais ma blonde que je fréquentais depuis 1 an. Je suis comme, écoute, j'en ai plein de cul, là, je fais un message. Puis j'avais envie de me canceller pour me sentir libre, dans ce contexte-là. Bref, je fais un message. Je fais une publication. Comme je m'y attends, je me fais mettre dehors de mon gym. Je me fais ostraciser par les gens que je n'aimais pas vraiment de toute façon. Puis ça me rapproche, ça me solidarise des gens avec qui je m'entendais bien. Étrangement, surtout des bons travailleurs. C'est quoi le pause que tu as fait? J'ai dit que j'étais fier d'être blanc. J'ai dit que j'étais fier d'être québécois. J'étais fier de mes gènes. Pour moi, c'était comme... Je me dis, si le fait de dire que je suis fier de qui je suis, ça te gêne, ça te choque, t'es un asti de malade mental, puis je veux rien avoir avec ça a toi. choqué qui, ça? Ça a choqué du monde au club? Ou... Non, les gauchistes de Montréal, c'était mes profs. C'était un autre monde, ça, Montréal. C'est ça? Ouais, c'est partout. Ouais, j'étais à l'université en littérature, là. Fait que, j'ai côtoyé, là, le wokisme. Avant tout, moi, je l'ai vu venir de loin. Là, puis j'étais vraiment contre ça. Puis de plus en plus, tu sais. Puis, écoute, aujourd'hui, j'ai les idées que j'ai, puis je m'affiche, tu sais, je suis à mon compte, je m'en fous. OK? Ceci dit, je fais la distinction entre ma vie privée, quand même, puis mon travail. Là, maintenant, le gym, ce que c'est comme entité publique, tout ça. Mais tu sais, cette publication-là, je l'ai faite sur mon profil personnel. Je l'ai pas faite sur le profil de l'école ou quoi que ce soit. Puis tout le long, les propriétaires de l'école, tu sais, c'était supposé être l'école où justement on mêle pas la politique. Puis en tout cas, je pense pas que je vais m'embarquer là-dedans dans le podcast, honnêtement. Mais bref, je me suis auto-cancellé en janvier 2021. Puis ça a fait en sorte que, parce que je savais aussi que financièrement, j'étais correct. J'avais des contrats sur Internet, là, genre. Tu trouves mon employeur pour essayer de me canceller sur ça. C'est ça qui est stressant aussi quand tu te fais canceller, qu'il essaie de te faire, de t'empêcher de gagner ta vie. Mais bref, ma blonde m'a montré qu'elle était vraiment forte. Elle m'a complètement épaulé là-dedans. Puis moi, ça m'a montré que c'est correct, c'est la femme de ma vie, je suis prêt à m'installer avec, tout ça. En 3 semaines, on a déménagé au Saguenay, en février 2021. Puis en septembre 2021, on ouvrait le club ici. Donc dans cette période-là, ben, ça a été de trouver le financement, partir ça, aller voir les gens qui étaient ici, bâtir mon truc. J'ai mon gym, je n'ai personne à me canceller, je fais mes affaires. J'ai toujours eu le besoin aussi de me rendre résilient, autonome. J'étais un peu intense là-dedans aussi. Fait que, c'est ça, 3 ans plus tard. C'est ça, 3 ans plus tard. C'est ça. Fait que moi, je vis bien avec l'insécurité financière. J'ai fait longtemps ma blonde aussi. Puis je valorise beaucoup la liberté. Fait que, en contexte de COVID, de politiquement correct montréalais, là, je serais tombé en dépression, je pense, à la longue de rester là. Fait que bref, moi, mon plan à Montréal, ça aurait été d'attendre de ceinture brune, d'avoir ma ceinture noire, pour ensuite aller m'installer en région, ouvrir mon club. Ça, c'était sûr. Je considérais Drummondville, Victoriaville. Ben, avec Maggie, le Saguenay, c'était comme un peu imposé. Elle m'avait amené quelques fois, puis elle est vraiment enracinée ici. J'aimais ça. J'avais envie d'un endroit où je pourrais m'installer de façon plus enracinée. J'avais pas envie de faire compétition au club à Montréal. Ben, j'aurais pu.
ça m'a fait plaisir aussi, vu comment ça s'est Ouais. terminé, là, parce que j'aurais amené du monde, c'est sûr, surtout avec la méthodologie que j'aime. Je voulais pas faire ma vie. Je me voyais vraiment pas m'installer à Montréal. Je me voyais vraiment, vraiment pas. Tu sais, je veux dire, ma vie, puis moi, tout ce qu'on a fait depuis qu'on est ici, tu sais, on a 3 enfants maintenant, on a une maison, on a un gym, tu sais, je veux dire, on a tellement bâti de choses, là, juste parce qu'on s'est dit, let's go, on y va en 3 semaines. Fait que c'est ça. Fait que j'ai ouvert mon club, le club ici avec Maggie en septembre 2021. Puis, moi, dès le départ, tu sais, mon truc, c'était vraiment de faire un club haut niveau. Tu sais, je veux pas juste gagner ma vie avec ça. Je veux gagner ma vie avec ça en premier. Il faut que je paye mes affaires, mais je veux qu'on soit. Le monde n'a rien à envier. De Oui, ce qui parce se que fait si tu fais ailleurs. de la performance, tu sais que tu vas réduire un peu. Oui, 100%. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ça prenne plus de temps. Mhm. Le jiu-jitsu, de toute façon, c'est un truc où, genre, quand le monde devient accro, là, il reste. Donc, ça va être long, là. Faut que tu passes. Il y a une grosse sélection qui va se faire. C'est pas comme un club de kickboxing où tu peux vendre un peu de cardio-box, des choses comme ça, où tu vas avoir du monde qui part et qui rentre, tu as beaucoup de roulements. En jiu-jitsu, là, quand tu es accro, là, tu veux faire ça toute ta vie. On est tellement accro au jiu-jitsu, là, je te dis. Là. Moi, c'est ça, les gens autour de moi qui sont mes amis depuis une dizaine d'années, mes partenaires d'entraînement, je veux dire, on a besoin de ça, c'est comme un besoin vital. Là, si je lutte pas de jiu-jitsu pendant une semaine, je vais déprimer, c'est vraiment un besoin essentiel pour moi de faire ça maintenant. Fait que c'est ça. Fait que le Jiu-Jitsu Saguenay, je suis convaincu que ça prend le temps que ça prend pour qu'on puisse en vivre, mais déjà on est correct. Puis mais on va être reconnu. Puis ce que j'avais toujours promis aux gars, c'est que éventuellement, c'est le monde de l'extérieur qui va pouvoir venir s'entraîner ici. Ça, j'en suis convaincu parce que même quand j'étais étudiant à Montréal, j'avais toujours l'instinct entrepreneurial en moi qui me disait genre, tu préfères mieux, ça pourrait être plus propre le gym. Genre le prof, il prend ça pour acquis depuis des années. Je trouvais ça vraiment mauvais, les services que je rencontrais. Vraiment, vraiment. Puis, je veux dire, encore aujourd'hui, il y a plein de monde qui ont des gyms à Montréal, ils s'assoient sur leur laurier, ils font ça probablement des fois de façon hobbyiste, sans que ce soit leur principal gagne-pain. Ils peuvent se permettre que ce soit tout croche. Ils prennent ça pour acquis. Ils se font dépasser par des entraîneurs plus jeunes, plus motivés comme moi. C'est la vie. Déjà, même autant les techniques là, qui sortaient, là, les entraîneurs, ils n'allaient même pas les voir. Ils n'essaient même pas de s'intéresser à ça. Ils enseignent les mêmes affaires depuis des années. Ils se donnent pas. Souvent, le gym est pas assez propre. Puis, tu sais, le monde se plaigne, mais ils s'entraînent quand même. Ils gardent quand même leurs abonnements parce qu'ils sont accros. Ils ont besoin d'une place avec des tatamis. Ouais. Moi, je me dis, il suffit juste d'offrir un truc. Ben, c'est exactement ça. Écoute, tu n'étais pas satisfait. Fait que tu as dit, garde, moi, je peux faire mieux. On va aller le faire. Ben, c'est ça. Quand tu n'es pas content, tu t'en vas, tu prends tes affaires, tu apportes ta structure. Non, parce que moi, si je reste dans une structure qui engendre des frustrations en moi, ça va m'affecter personnellement. Puis, tu n'étais pas à l'aise dans cet écosystème-là, là, t'en bâtis un qui est à toi. Exactement, c'est ça. Créer la culture de gym dans laquelle moi j'aurais voulu évoluer. Voilà. Puis, je veux dire, il y a plein de bons gyms d'arts martiaux au Québec et même au Canada. Mais honnêtement, si moi j'étais pratiquant de Jiu-Jitsu comme je l'étais, il n'y a aucun endroit où je voudrais plus m'entraîner qu'ici. C'est sûr que je choisirais le Jiu-Jitsu Saguenay à cause de la méthode, de un, à cause de la culture qu'on met de l'avant. C'est la seule culture, une des seules cultures qui est francophone, authentique. À Montréal, c'est comme si c'est l'extension des vidéos que tu vois sur Internet. C'est un melting pot. J'aimais pas cette culture-là. Puis je veux dire, dans l'est de la ville, on avait quand même une certaine culture qui, je trouve, me rejoignait. Qui rejoignait aussi beaucoup de gars. Parce qu'il y a plus de monde, peut-être, que certains pourraient penser, qui souffrent d'être dans cet environnement absolument inauthentique. Parce qu'ils m'écrivent, ce monde-là. Puis, c'est comme des poissons dans l'eau ici. Fait que j'arrête pas de lancer. Genre, tu es passionné par le jiu-jitsu, tu as un métier que tu peux faire à peu près n'importe où, tu penses que tu peux te relocaliser, viens t'installer au Saguenay ou au lac, parce que maintenant, tu vas avoir des arts martiaux de haut niveau par des entraîneurs qui sont all-in, puis tu vas avoir accès à une meilleure qualité de vie, tu vas pouvoir accéder à la propriété plus facilement, puis tu vas vivre dans une culture francophone plus authentique. Fait que moi, ce sont des choses qui me parlaient. Puis là, je suis content que ça existe. Je suis d'autant plus content maintenant qu'il y a un autre club, le tien, qui va ouvrir, qui est au Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai vraiment l'impression que dans les prochaines années, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut devenir vraiment une plaque tournante. Quelque chose d'unique, puis super performant, où on crée une culture là, qui va être vraiment différente de ce qu'on voit. Fait que peut-être que tu pourrais me parler un peu de Delta MMA. C'est ton club que tu vas ouvrir dans une semaine. Ben, ça va ouvrir lundi. Lundi le 11. Ceux-là qui vont partir le bal, c'est le Jiu-Jitsu. Puis qu'est-ce que tu veux... ça va être quoi ton approche? Qu'est-ce que tu veux offrir à travers ça? Ben, mon approche, c'est de bâtir
c'est de bâtir un écosystème qui va être favorable à la pratique des arts martiaux que je juge efficaces. Moi, je veux focusser sur la performance, naturellement, et je l'ai faite à mon image. Autrement dit, quand tu vas rentrer, tu vas voir la manière que j'ai bâti cette salle-là, c'est moi. C'est ce que j'ai fait un peu, ben, dans le fond. Quand tu bâtis ta salle, tu bâtis une salle à ton image. Ben oui. Ben, moi, c'est ça. Ce que j'ai toujours voulu avoir, ben là, je l'ai fait. Et en même temps, ben là, il y en a qui vont en profiter. C'est ça l'idée. Mais je te dis, même au départ, quand je le faisais, là, quand j'ai monté le projet, là, je le faisais pour moi. Je l'ai monté pratiquement de A à Z pour moi. Même à me dire, bon, si jamais il n'y a pas personne qui vient, il n'y a pas personne qui adhère à ce projet-là, ben moi, je vais le faire moi-même, je vais le faire tout seul, je vais donner des cours, je vais m'entraîner avec qui je veux, et ça sera ma salle. C'est ça, J'en étais rendu à ce point-là. les avantages j'étais rendu là dans la vie. C'est ça. T'as ton entreprise, tu peux gagner ta vie. Oui. Oui, mais je veux mettre pas mal de temps là-dedans parce que je me suis rendu compte que je mettais déjà énormément de temps là-dedans, partout ailleurs. Puis à un moment donné, ben, pourquoi pas le faire? Puis le faire plus proche de chez nous. À un moment donné, j'étais partout. Je me promenais partout, puis j'aimais ça quand même. Mais là, le fait de l'avoir proche de chez nous, ça va être pas mal plus simple. Pas mal plus simple aussi. Et je vais pouvoir en mettre encore plus de temps. Puis, en gros, c'est vraiment ça. C'est une salle à mon image. Je voulais avoir je voulais avoir je vais avoir du jiu-jitsu, je vais avoir du kickboxing, je vais avoir une boxe qui est pas une boxe qui va être traditionnelle. Je vais avoir une boxe qui est orientée un peu plus pour l'MMA, parce que veux pas, moi, la boxe qu'on va enseigner, on va l'enseigner, mais on va le travailler avec des gants de boxe standard, mais on va le travailler avec des gants d'MMA aussi. Quand on parle gants d'MMA, on parle pas de la même gestion de distance, on parle pas du même sport. C'est un sport de combat, mais quand on va commencer à boxer à mi-distance, tu vas avoir intérêt à sortir de la poche le plus vite possible parce que tu vas augmenter tes chances de te faire blesser. Fait que c'est un autre style. Et moi, les sports qu'on va travailler, on est nu-pied. Pas de souliers, pas d'espadrilles, nu-pied. Fait que c'est des sports pieds nus. Ça va amener une autre dynamique aussi. Pour ceux-là qui étaient habitués de travailler, parce que moi, j'ai fait du kickboxing là, dans les 2-3 dernières années. J'étais toujours avec des souliers de lutte là, dans l'infrastructure où on était. Là. On n'avait pas le choix des clubs de boxe. T'es sur le béton, t'es sur le terrazzo, t'es sur le plancher de gymnase. À un moment donné, ben, c'est pas évident non plus pour le modé. Fait que cette structure-là, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est je suis le propriétaire unique, une société par action. C'est moi qui prends les décisions. Puis pour le reste, après ça, ben là, on a fait rentrer. On va avoir aussi un cours de lutte gréco-romaine avec Kevin Lago. Ça, bon, on s'attendait pas à voir ça, mais à un moment donné, moi j'ai entraîné Kevin en boxe, succès en boxe, ça va bien. Bon, ben là, c'est un lutteur. Là, lui, il va faire ses formations à Montréal pour commencer son programme de lutte. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se développer. Comment ça va se développer? Un programme de lutte, sachant qu'il n'y a pas vraiment de culture de lutte. Aucune culture de lutte. Dans le Québec francophone. Il y en a un peu à Montréal, les Anglos de Concordia. Mais on va voir. C'est un défi. Écoute, on va le voir. Après ça, pour le cours de kickboxing, ben, il y a moi qui va donner le kickboxing. Pour ce qui est du Muay Thai, ben, moi, j'ai jamais été coaché en Muay Thai. J'ai jamais eu de coach de Muay Thai. Fait que le Muay Thai, moi, je le connais au travers des combats que j'ai vus. Là, on va assister à un séminaire aussi là, avec Jean-Charles Skarbowski. Et lui, il va venir nous enseigner un peu les bases, nous faire goûter un peu au Muay Thai. Oui. Jean-Charles Skarbowski, une légende. Ah oui. Ouais, ça, c'est. Peux-tu me donner la date? Surnommé le parfum mortel par les Thaïlandais. La date, c'est le 31 mars. 31 mars. Attends un peu. Confirme-moi ça parce que. Je vais confirmer ça tout de suite. On peut s'assurer de donner les infos pour ça. Donc, Oui, le 31 mars à 18h. 31 mars à 18h, ça dure combien de temps? Ah, écoute, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais ça va durer autant de temps que. Okay. Ça coûte combien? 100 $. 100 C'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Que vous fassiez des arts martiaux ou pas, vous voulez commencer ou pas. C'est vrai que le gars, c'est tout un personnage. Ouais, en tout cas, on peut faire un épisode juste sur lui. Moi, je le connais comme beaucoup juste à cause de l'émission qu'il a faite à Ultimate Fighter, mais je le connaissais pas comme athlète. On pourra peut-être faire une émission avec lui. Ça serait quand même. On va essayer. Ça serait quand même vraiment hot. Moi, je ferais je m'informe, je m'éduquerais sur sa carrière, mais c'est tout un personnage, c'est un francophone, donc il n'y en a pas beaucoup. Il faut
faudrait sauter là-dessus. C'est sûr que moi, j'entends mes gars d'MMA ici en parler. Là, il y a déjà de l'engouement pour ça. Il y a une centaine de combats. Si je ne me trompe pas, il y a 75 victoires, puis il y a 50 KO. Ah ouais. T'imagines la arrière? Ah oui, c'est 50 KO. En Muay Thai. Mais on veut se parer avec. On veut pas juste qu'ils montrent des techniques. C'est ça qu'on veut voir. Mais pas n'importe qui, là, mais ça, c'est peut-être. Je fais la transition vers l'accélérateur martial. C'est le nom du podcast, mais c'est aussi le nom d'un programme que Maggie et moi on a développé là, il y a maintenant presque 6 mois. Dans le fond, c'est notre façon de repenser les séminaires à l'onde de la méthodologie qu'on utilise dans les cours ici. Donc, les dernières années, moi, j'étais devenu un peu blasé par rapport à la formule des séminaires, là, où on se fait bourrer le crâne de plein de techniques, le monde ne retient rien, on fait des combats après, on fait des techniques pendant 2 heures, donc à froid à la fin. Donc, j'étais vraiment tanné là, de cette approche-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qu'on veut vraiment quand on est face à un bon athlète? Moi, je veux rouler avec. Moi, je veux me battre avec. Je veux le ressentir, le gars, tu sais. Comment est-ce qu'on peut le faire pour maximiser cette expérience-là puis en faire profiter à quelques personnes? Fait que, dans le fond, on fait comme des camps d'entraînement, mais à effectif réduit. Fait peut-être une dizaine de gars. Ils paient un peu plus cher que dans un séminaire normal, mais ce qu'ils ont en retour, c'est 8 heures d'entraînement échelonné sur 3 jours avec des gars du plus haut calibre. Fait que, tu développes des rivalités. Les entraînements c'est tout le temps des entraînements de 2 heures. Première heure, je supervise à 100%. Les gars sont juste là. Ils focusent leur attention. Tout le monde dit que ça passe vite. Puis après ça, 1 heure de combat libre. Tu peux discuter, tu peux poser des questions, tu reroules contre le monde aussi. Fait qu'après 4 entraînements, là, tu veux pas ton match à la fin, il a évolué. Tu es meilleur objectivement. Si on se bat 4 fois, peut-être que tu me rinces les 4 fois, mais tu me rinces un peu moins la 4e fois, assurément. Puis ça, c'est un progrès pour moi qui est mesurable. Quand tu peux rouler contre quelqu'un plusieurs fois d'affilée. Donc écoute, moi je suis tellement fier de ce programme-là. Je trouve que c'est littéralement les meilleurs entraînements que j'ai fait de ma vie. Le monde le constate qui viennent s'entraîner. Puis je veux que ça devienne un truc où ça devient la norme. Maintenant, Scarabaski, on aurait ça 4 jours. C'est sûr, ça, c'est la question de la sécurité. Mais on peut s'arranger avec ça. Tu veux dire la sécurité? Faut pas que un gars de son calibre, faut qu'il aille. Il va pas mettre KO un jeune qui s'entraîne depuis 1 an ou 2. Non, je ne serais pas inquiet de ça. Il faut faire attention. Il va comprendre. Puis on va. Tu sais, ça, c'est une relation de réciproque. Réciproque de toute façon. Genre, je fais attention à ta santé, tu fais attention à la mienne. Puis. La violence contrôlée. Il faut être conscient qu'il y a un risque. Il y a plein de paramètres et contraintes qu'on peut utiliser de toute façon sur 4 entraînements. Parce que là, à date, les accélérateurs martiaux, on les a toujours fait en jiu-jitsu. Mais on va en faire en MMA cette année, c'est sûr. D'ailleurs, là, on est en train de préparer un accélérateur martial avec Tommy Morrison, champion summum, MMA, puis Christophe Groslo aussi. C'est des gars que je connais très bien. Samouraï MMA. Samouraï MMA, ouais, je me trompe. Samouraï MMA, ouais, merci. Puis, les gars sont super partants. Donc, on va sélectionner 10 gars de MMA dans la région qui sont dans les bonnes catégories de poids. Puis tout, on va se faire une fin de semaine d'entraînement incroyable. Hyper inspirant pour les jeunes. Parce qu'ils voient c'est quoi le calibre. Ça rend ça atteignable. Tu sais. Ouais, ça va être le ressenti. Ça va être vraiment hot. Ça va s'en venir bientôt. Puis le but, là, entre autres, de ce podcast-là, c'est de mettre de l'avant le genre de partenariat qu'on va développer. Donc, on essaie vraiment là, de travailler de manière à créer une culture globale là, qui va être vraiment forte au Saguenay. Eric et moi, je trouve qu'on a des forces qui sont vraiment complémentaires. Donc, ça fait bien sur ce sens-là. On est dans ce sens-là. On est dans 2 marchés rapprochés, mais quand même vraiment distincts. Puis, on va offrir des avantages là, pour les membres d'un club qui vont à l'autre club pour s'entraîner. Peut-être, sûrement que j'allais donner des cours là-bas de temps en temps, lui vont venir donner ici, mais on veut vraiment sentir que les membres des 2 clubs font partie d'une même équipe et que lorsqu'il est question de se préparer pour des compétitions, on va le faire ensemble. Peut-être aussi, éventuellement, créer les infrastructures pour qu'on puisse avoir des compétitions ici. Donc, plein de choses vraiment intéressantes qui s'en viennent pour les amateurs d'arts martiaux, du sport de combat. Puis là, on a parlé souvent de performance, de compétition, puis tout, mais moi, j'ai d'excellents pratiquants de jiu-jitsu qui ont 40 ans, qui ont commencé il y a 1 an. Je vais avoir 43 ans. Là, je vais demander, on s'entend, c'est un facteur limitant, mais. Je te dis, avec la méthode qu'on a ici, là, c'est. Genre, je suis aussi impressionné, sinon plus, par mes pères de famille, qui n'en ont jamais fait. Je te jure, j'en reviens pas à quel point j'ai des ceintures blanches qui sont bonnes cette année. Je parle de monde qui s'entraîne 2-3 fois par semaine, qui ont plein d'autres responsabilités. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis, écoute, je préférais laisser ces gens-là en parler que peut-être parler d'eux. Parce que je vois depuis que j'ai la méthode, que j'utilise la méthode que j'utilise ici, là, tous mes élèves progressent. C'est ça, je disais ça récemment à un ami que j'ai rencontré en compétition. Je disais, c'est comme, dans l'approche traditionnelle, ça m'amenait honnêtement à être souvent frustré contre mes élèves, ou déçu, ou genre avoir une vision plutôt négative
de la capacité moyenne des gens à acquérir des nouveaux mouvements, des nouvelles habiletés. J'avais l'impression que juste les athlètes, les meilleurs, les compétiteurs, eux, ils comprenaient, ils finissaient par comprendre. Mais mon élève moyen, en général, qui s'entraînait 2 fois par semaine, je trouvais que ça progressait pas vite. C'était tout le temps pas clair pour moi si je réussissais vraiment à les aider. Souvent, je pensais, genre, peut-être que cette personne-là est juste physiquement incapable de faire le jiu-jitsu. Et depuis que je travaille de façon écologique, depuis 1 an, tous mes élèves progressent. Je considère que tous mes élèves sont meilleurs. 1 mois d'entraînement ici, là, tu t'es jamais entraîné en jiu-jitsu, là, ça paraît. Viens là, tu vas avoir 1 mois dans le corps à t'entraîner ici. Les premiers entraînements vont être durs, tu vas peut-être vomir, tu vas peut-être arrêter après 20 minutes. C'est pénible parce qu'on se bat pendant 1 heure. Mais dans 1 mois, là, les nouveaux, tu vas les trouver mauvais. Hier, j'avais un témoignage à cet effet aussi. Fait que vraiment, le monde progresse, tout le monde progresse avec notre méthode. Peu importe votre âge, vous allez avoir une progression. On va être différent, on ne se compare pas aux autres. En fait, si on est pour se comparer aux autres, on se compare, c'est un sport individuel, on se compare au monde de notre poids, de notre âge, puis dans un mode de vie similaire. Oui, c'est un sport de préhension, hein, le poids est important. Ben oui, exact. Fait que c'est vraiment une super façon là, de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale productive où on s'entraîne, on s'améliore. Puis vous allez côtoyer du monde super bon, super dévoué, du monde vraiment intéressant. On rencontre du monde très, très de milieux différents ici. Si vous avez une famille, là, on fait tout pour essayer de vous accommoder. Vous puissiez venir vous entraîner en même temps que vos enfants viennent vous entraîner. Ils n'ont pas parlé des cours pour enfants. Allez-vous en avoir des cours pour enfants? Pas actuellement. Okay. Ça va dépendre de l'intérêt des entraîneurs. Ouais. Moi, actuellement, j'en donnerai pas pour l'instant parce que moi, j'ai pas le temps. Ouais, je comprends. Mais après ça, pour ce qui est du jiu-jitsu ou de la lutte, on verra. Okay. On verra, là, mais actuellement, c'est pas là, dans les papiers. OK, parfait. OK, écoute, as-tu d'autres choses sur le rajouter? Je pense qu'on parle depuis 1 heure et demie. Écoute, d'autres choses. Ça dépend. Écoute, il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder, mais en ce qui a trait au club aussi, moi, je vais avoir une structure pour travailler des cours qui sont pas très longs, d'à peu près 35 minutes, assez tôt, 2 fois par semaine, pour travailler dans des sacs de frappe. Ouais. Ça va pouvoir intéresser certaines personnes qui veulent arriver et venir se défouler. Mm-hmm. Ça, c'est pas très, très axé sur la technique. Il y a un peu de technique, mais je veux dire, ça va être vraiment là, un cours qui va être orienté pour des personnes qui veulent avoir un entraînement rapide, venir se défouler, avoir du fun, apprendre quelque chose, mais quand même, là, ça va être vraiment là, un défoulement total. Ça, on va l'offrir. On va avoir la structure pour ça. Puis, il y a même là, des athlètes un peu plus chevronnés qui vont pouvoir s'intégrer à ça, parce que je veux pas, c'est de la frappe, mais de la frappe statique. En face d'un sac de sable, de la musique, tu frappes, puis après ça. Mais ça va être ça va être du kickboxing. Ceux-là qui veulent pas donner de coups de pied, ils sont pas obligés. Mais ça va être un cours de sac qui va être quand même assez intéressant. Et pour le reste aussi, on va toujours avoir les séances de sparring le vendredi. Pour ceux-là qui veulent venir se mesurer, là, peu importe. Moi, je vais toujours superviser les séances de sparring le vendredi. Ça, c'est inclus. Allez voir notre tarification sur deltamma.ca. Là, vous allez voir tous les cours qu'on donne, le nombre de séances. On a des séances à la 4 qui se trouvent à être le drop-in. On a des cours qui peuvent se donner 1 mois, on a du 3 mois. C'est assez flexible. Les prix sont compétitifs. Puis, on a des coupons, en fait, un code promo qui est applicable interclub pour les gens de Jiu-Jitsu Saguenay. Moi, je suis affilié avec Jiu-Jitsu Saguenay. Fait que c'est ça. Pour les gens qui ont des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel. Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone. Il n'y a aucun problème. Donc, plaisir de vous voir bientôt. Je peux envoyer un message aux gens qui comptent commencer avec Eric. Quand un club ouvre, son horaire n'est pas nécessairement figé dans le béton. Là, ouais, exactement. Toi, tu vas t'adapter à ta demande. Si vous avez des besoins vraiment spécifiques, ça vaut la peine d'en parler à Eric. Lui, il va s'ajuster à la demande. Ça a fini par être les cours du midi qui ont bien fonctionné. Au début, j'ai essayé des cours du matin, ça s'est moins arrivé. Peut-être que tu vas essayer différentes plages. Puis... Mais c'est le fun d'avoir des cours dans la journée pour les gens qui peuvent faire ça avant d'aller au travail ou sur une pause du midi. Ça dépend de ta clientèle. Exactement. Oui, on va s'adapter, on va évoluer là-dedans. Mais on est prêt. Ça part. Super. Lundi. C'était le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager des commentaires ou à partager la vidéo. On aimerait ça faire ça régulièrement. On ne sait pas encore à quelle fréquence. On va voir déjà l'intérêt que ça suscite.
Mais c'est ça, on aimerait ça vous parler de temps en temps, vous présenter nos projets aussi. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine.